C'était convenu, Muriel viendrait attendre les deux autres à la gare où s'arrêtait le terre régional. Le temps était lourd, on était au milieu du mois d'août. Elle gara sa voiture, puis se tint un moment sur le quai en se reprochant d'être en avance et d'être sortie à l'heure la plus chaude. La gare était vide, à part l'employé de la SNCF du Guichet. Il faut être folle pour sortir maintenant, pensa-t-elle, ou très seule. Le paysage semblait pris dans une sieste infinie. Le soleil tapait fort. Elle finit par se reculer et se tint dans la brille ligne d'ombre du toit. C'était une gare de campagne. Il n'y avait que deux quais face à face, une seule voie, un train qui circulait dans les deux sens. C'était probablement la même rame qui partait et qui revenait, avec une plus grande densité de trafic le matin et le soir. Quand les gens qui habitaient le coin se rendaient au TAV ou rentraient en milieu de journée, se dit Muriel, les wagons seraient vides, elle n'aurait aucun mal à les reconnaître. Analyse de la vitesse de lecture. Elle étudia tout un moment 11, la misselle qui concernait des envols du pays de gares intermédiaires et provinciales 1,1 le long cul à large sur le quai. Et avec ses cheveux grisonnants, elle n'avait pas eu le temps de faire sa teinture et ses racines reparaissaient. Elle avait l'air de ce qu'elle était, une femme plutôt jeune, en robe de coton bleu, sans manches, bras nus. Elle regardait la ligne fuyante de la voie. Elle avait toujours eu envie de traverser à pied cette voie unique bien que ce fût strictement interdit en dehors du passage souterrain, juste pour voir, pour se trouver dans la tranchée au milieu de cette voie champêtre, bordée d'herbes un premier, pour passer de l'autre côté, ou peut-être parce qu'elle n'avait jamais rien transgressé dans sa vie, même pas volé un bonbon quelque part. Ce n'est pas dangereux. On a largement le temps, se disait-elle, on voit les trains arriver de loin. Les deux autres, qui approchaient dans le compartiment lumineux et vitré du terre, regrettaient vaguement d'avoir accepté l'invitation. Elles avaient épuisé toutes sortes de sujets, et elles consultaient leur portable, feuilletaient des magazines, lisaient des articles sur le bronzage, sur la protection de la peau au soleil, et des articles plus sociaux. Il y en a toujours un ou deux, intercalés entre les nouveautés en maquillage. Là, c'était un article sur les bédouines du désert. Elle se documentait sur la vie des bédouines, buvait de l'eau à cause de la chaleur, se demanda à quoi ressemblait la maison de Muriel, regardait défiler des champs de maïs secs et de tourne analyse de la vitesse de lecture, 1% sol. Des potirons en foie ingénieur, les haies, ouvertes de mur TN rouge pile. 011, ça fait longtemps, Ictéim, je l'ai de temps en tenue, lui clofolre, comment s'appelle, zéro bled c'est en race campagne, dit Florence, d'un air inquiet. Anne vérifia, il faut descendre à la gare de Clisson. Tu as vu, il y a déjà plein de murs dans les haies. On pourra peut-être en cueillir, il fait trop chaud, dit Florence. Cette chaleur n'est pas normale. En réalité, elles avaient toutes les trois un peu d'appréhension, mais tout se passa bien. Le train se présenta à l'heure au bout de la perspective. Le message fut diffusé. Éloignez-vous de la bordure du cassé Muriel, dit Florence en se penchant quand le train ralentit. Là, en bleu, je la reconnais. Elles notèrent que Muriel avait beaucoup épaissi, c'est ce que dirait Florence plus tard, à son mari, Bertrand, en ajoutant « Je me suis douté de quelque chose ». Mais est-ce que c'était vrai? Elles firent de grands signes comme les voyageuses font toujours au moment des arrivées et des départs. Elles secouèrent les bras avec enthousiasme comme quand elles avaient 20 ans et qu'elles avaient fait leur fameux voyage en Italie. Elles s'embrassèrent, se disputèrent pour porter les valises, dirent « C'est formidable de se revoir ». La bande, presque au complet. Elles quittèrent la gare de Clis sous le soleil brûlant de l'après-midi. L'employé au guichet ne leva pas les yeux quand elles passèrent devant lui. « Vous n'avez pas de piscine, vous 1001, irez faire une piscine ?» t'y observait Florence, lorsqu'elle, irritée, liait les trois assises dans le jardin, autour de la grande table en teck. Vous aviez de la place. J'aurais bien vu la piscine là, sur la droite. Le long de la maison, elle montra l'emplacement sur la droite, ce serait agréable. Mais Muriel haussa les épaules. Jean-Louis n'a pas voulu. C'est trop cher, une piscine, c'est trop d'investissement pour quelques jours d'été. De toute façon, la chaleur ne va pas durer. On annonce un oracle. Une petite inquiétude les gagna, un pressentiment, un soupçon. Elles observèrent les feuilles du chêne au milieu du champ de l'autre côté de la route. Les feuilles ne bougeaient pas, pas le moindre souffle. Il y avait un groupe de vaches.
Elles avaient déserté le centre du pré et s'étaient réfugiées à l'ombre du nez. Ce n'est pas sûr que ça crève, protesta Anne. Quelquefois, l'orage s'éloigne. Les oreilles de la chienne remuèrent, comme si elle aussi écoutait, comme si elle aussi guettait l'immobilité de la nature. Elle y percevait des choses que les femmes ne pouvaient pas sentir. Peut-être qu'elle reniflait de petits animaux qui foraient leur galerie soit la terre, de petits animaux vivants, pleins de sang, des souriceaux, des taupes. C'était une chienne labrador, Babouchka, dite Babou. Elle s'était couchée à leur pied. Elle haletait à petits coups et bavait. Il faisait trop chaud. Elle avait un pelage trop épais, le cœur fragile, propre à sa race. Analyse de la vitesse de lecture. Elle avait fait presque dans J, 11, 38, ombre. Le soleil avait cuit la pelouse, l'herbe est jaillie et sèche, et comme dirait Florence à son Mathieu le troisième Intélande, Kendelan luttait à Paris une piscine n'aurait pas l'idée, mal je ne comprends pas Jean-Louis, dirait Florence. Surtout, je ne comprends pas Muriel. À sa place, j'insisterai. À la radio, ils avaient parlé de canicule. Les deux invités se dirent heureuses d'être en dehors des villes, de s'en être tirées, comme elles dirent en acceptant un verre d'eau fraîche. À la radio, ils avaient dit qu'il fallait boire. Des couches de pollution aux particules fines stagnaient sur les villes, et sur Paris. Un instant, en respirant l'air chaud, plein d'une odeur d'herbe séchée, elles pensèrent à leurs poumons ceinturés de particules fines, au ciel ceinturé de particules fines, à l'odeur de gaz d'échappement sur les boulevards, à l'incessante circulation des livreurs et des cars de tourisme qui tournaient à la recherche d'un parking sans arrêter leur moteur, à l'orage qui peut-être se préparait là-bas, aussi, qui ferait claquer les fenêtres ouvertes des appartements, qui soufflerait jusque dans les couloirs du métro, et noircirait le ciel d'une couleur de mazout. À Paris, en cette fin d'été, le ciel du soir était de couleur soufre, une couleur de poison. On s'empoisonnait cette couleur de poison magnifique, si belle au-dessus du pont Saint-Michel ou de la passerelle des Arts, mais ici, en pleine campagne, l'air était pur. On aurait pu se croire au XIXe siècle si des voitures ne passaient pas de temps à autre sur la route. Les vaches lisses posées sous les arbres composaient ce genre de tableau des petits maîtres d'autrefois qui remarquent plissent les musées. Si juste qu'on a l'impression que les bêtes vont analyse de la vitesse de lecture, 3% se mettre à remuer la queue et glutiges vont glisser, se dilater lentement dans le ciel vide. Quelle chance, dirent aimablement les deux invités. Ce grand jardin, cette belle maison, tout cet air pur, c'est magnifique où j'aime la campagne, dit Amy. J'y allais quand j'étais petite. En réalité, l'immobilité de la campagne leur faisait peur. Tout cet air pur, comme elles dirent, les étouffait. Ce silence, ce suspens. Elles avaient posé leurs sacs à côté de leurs chaises, avec les magazines. Elles regardaient autour d'elles. Le grand ciel vide, laiteux et trouble, semblait glisser vers la bordure de l'horizon. La maison était ouverte, sombre, comme une maison des tropiques. Elles s'étaient connues en fac, au quartier latin. Inévitablement, la conversation tourna autour de ces années, les années 80, les années de leur jeunesse, de leurs études dans les couloirs de la Sorbonne. Les années de la bande, elles dirent, la grande époque. Elles suivaient le cours de Bouli sur l'éducation sentimentale. La bandit était au complet, elle s'asseyait au premier rang. Florence parce qu'elle était myope et ne voulait pas correspondre au profil de l'intellectuel à lunettes qui n'intéresse pas les garçons. Anne parce qu'elle était amoureuse de Bouli. Muriel parce qu'elle suivait les autres. Le cours avait lieu à 8 heures, l'amphi était gelé, il coupait le chauffage à nuit, et Muriel avait fait remarquer avec beaucoup de bon sens qu'elles auraient dû choisir un cours dont l'horaire était plus tardif. Mais Florence avait protesté. Analyse de la vitesse de lecture, 4% que Flaubert était l'ancêtre de la modernité, son point de départ. Bouli avait la cote, il avait un cheveu, la langue, un mélange très normalien d'académisme et de gond, 1111, 1, là une familiarité un peu snob avec les personnages du roman. Quand il disait « ce crétin de Frédéric », l'amphi frissonnait d'enthousiasme. Elle suçait le capuchon de leur stylo, notait des phrases dans lesquelles il était question de l'amour idéalisé de Frédéric Moreau, de l'identification de Marie Arnoux à la Vierge, et de la Révolution de 48. Bouli avait pointé l'ambiguïté de la formule « la poire est mûre » qui semblait s'appliquer à Louis-Philippe que les révolutionnaires caricaturaient sous la forme d'une poire, mais pouvait aussi s'appliquer à Marie Arnoux,
prête à céder à Frédéric. Point. Tant de cynisme les avait éblouies. Elles se formaient à des subtilités qu'elles ignoraient. Essaie de ne pas être trop poire dans ta vie, ma fille, se disait Florence. À la sortie du cours, elles allaient au Malebranche. La bande s'y retrouvait. Quelques filles, et des types qui se donnaient le genre philosophe parce qu'ils étaient inscrits à des certificats de métaphysique qu'ils séchaient presque toujours politiquement. La bande était partagée entre une gauche molle et une droite minoritaire à tendance royaliste. Les radicaux étaient tentés par l'orthodoxie grecque, ils lisaient les pères de l'Église, fulminaient contre le matérialisme, polémiquaient sur l'origine du Saint-Esprit, projetaient de passer l'été au mont Athos, où étaient interdites les femmes et les chèvres. Quand elle ne parlait pas du Saint-Esprit, la bande se repaissait d'histoires sentimentales. Le Malebranche est fermé maintenant. C'était le café le moins cher du quartier latin, il était moins cher que les cafés de la rue Soufflot. À midi, il se remplissait de la faune avachie des étudiants des années 80, qui relisaient leurs cours, jouaient au flip et ER, commentaient les Matchboard McEnroe, consommaient des cafés noisettes, des croque-monsieur, des jambons beurre, des salades Malebranche, œufs durs, salade verte, dés de jambon, la salade Malebranche n'étant qu'une plate adaptation de la salade dite parisienne. Elle l'ignorait. Elle savait à peine qui était Malebranche et ne savait pas davantage par quoi le Malebranche avait cité remplacé. Quand elle retournait au quartier latin, elle ne faisait pas attention, elle ne se souvenait plus, elle revoyait un Porsche vert, celui de l'immeuble à côté, Muriel voyait plutôt un Porsche brun. Ce qui avait remplacé le Malebranche était peut-être un centre d'esthétique, ou un pressing minute ou une boutique de mode. Vous avez su ce qui est arrivé à Eric, dit Muriel. Je ne savais pas, c'est Christophe qui me l'a appris. Je ne sais plus comment on est venu à en parler au téléphone. Christophe m'a dit, le cause a eu un accident de la route, tu n'es pas au courant. Anne regarda au loin. C'était elle qui avait rencontré Eric à l'angle de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques, l'année de la licence. Elle l'avait entraîné dans la barre, la bande avait ensuite commenté inlassablement leur relation derrière son dos. Qu'est-ce qui lui trouve? Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Exactement, Analus DP la 8 DPI Psi % c'est le premier, dit Muriel, ça fait quand même un choc, elle voulait dire, le premier d'entre nous, le premier de la bande, mais c'était inutile, et elle se contenta d'idées toutes faites. C'est inévitable dans un groupe, au bout d'un certain temps, c'est statistique, il y en a qui disparaissent. Une certaine proportion, elle le formula prudemment, il y en a qu'on laisse sur le bord du chemin. Il a été incinéré, toujours US d'après Christophe. À Morga, ils ont dispersé ses cendres. Il y eut un silence gêné. Eric, Diane, ne voulait pas vivre comme les autres qui, soupira Florence, veut vivre comme les autres. Elles parlèrent un moment d'Eric. Elles n'avaient pas su grand-chose de sa vie, leurs chemins s'étaient séparés. Tu l'avais perdu de vue toi aussi, dirent-elles à Anne. Elles cherchèrent dans leurs souvenirs, et celui qui paraissait le plus consistant était la technique qu'il avait pour voler les Pléiades chez Giberjeune. Il traînait un moment devant le rayon en feuilletant des livres, en choisissait un, annotait discrètement des passages au crayon, réglait quelques éditions de poche d'un prix modeste, et faisait passer le Pléiade pour son exemplaire de travail. À la caisse, il montrait les pages crayonnées et précisait, sobre et studieux, c'est mon exemplaire personnel. Il disait, ce n'est pas du vol, c'est la simple justice, la société devrait nourrir ses philosophes. C'est moral aujourd'hui, dit Muriel, pense-eux. Ce ne serait plus possible avec les codes barres. Il paraît qu'il a de passer sans visibilité, la voiture a fait un tonneau. Il est parti dans le décor Fnaltrk prit la vite de lecture. Cet homme Muriel fit une sorte de schéma sur la table, son bras gauche représentait la route que coupait sa main droite. C'était le carrefour. La vie d'Eric s'arrêtait là, mais Florence lui donna un coup de pied sous la table, elle s'arrêta net. À cause d'Eric, de fil en aiguille, elles parlèrent d'Irène. Irène vivait au Nigeria avec son mari. Avant, elle avait vécu à Athènes. Elle l'avait perdu de vue. Qu'est-ce qu'il fait? Son mari bâtiment, gros chantier à l'international, des routes, des voies ferrées, des structures d'aéroports. Muriel dit, je n'aimerais pas vivre à l'étranger. Je crois que j'aurais le cafard. Où est le Nigeria? Demanda Florence en extrayant un petit écolier lu de sa gangue de plastique. Je veux dire, où est le Nigeria exactement? Aucune ne savait. Où as-tu acheté cette petite robe?
Florence demande à Anne. C'est très joli, cette coupe. Finalement, le noir, ça fait jeune. C'est ce que je me disais en la regardant dans le train. Oh, dit Florence, modeste, sur Internet, je ne sais plus. C'est 3 fois rien. Elle sourit, souleva ses cheveux balayés de reflets auburn. Elle les portait mi-longs, on voyait aussi qu'elle avait appliqué du fond de teint. Elle dit, c'est un coton ultra léger, et pur tant je transpire. C'est atroce. Annie Couriolaxit, DP Impture puis pour sang et Pierre demanda à Anne. Quelqu'un a de ces nouvelles. Personne n'en avait. Irène ne doit plus en avoir. Ils ne se parlent plus. Elles abordèrent une fois de plus l'histoire d'Irène et Pierre à l'époque. Elle avait divisé la bande en clans, il y avait eu des POS rapportés, des propos déformés, des vengeances, des jalousies. Irène avait été amoureuse de Pierre, ils avaient été ensemble pendant plusieurs années. Puis Pierre avait plaqué Irène pour Linda, une américaine, une fille, disaient les plus hostiles, absolument sans intérêt, un genre sportif belle, quand même, protestaient les huîtres. Florence se versa du jus de fruits. Elle dit, c'est lui qui l'a lâché. Ça a été terrible pour elle. Irène n'avait qu'à s'en prendre à elle-même. Elle n'a jamais su ce qu'elle voulait, fit remarquer Muriel. Les types ne savaient pas sur quel pied danser avec elle. Pour moi, Irène était une allumeuse. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Florence pinça les lèvres. Elle n'aimait pas le mot allumeuse qui lui avait été appliqué plusieurs fois par les différents étudiants en cursus commercial avec qui elle sortait. Tu as vu des photos, demanda Muriel. De quoi, Irène? Voyons, sa maison en Afrique. Elle t'en a envoyé? C'était toi qui étais la plus proche. Qu'est-ce qu'elle doit s'ennuyer? Qu'est-ce qu'il y a à faire au Nigeria, à part la piscine? Florence fit remarquer. Analyse de la vitesse de lecture. Oui, pour cent la piscine, c'est déjà pas mal. Elle doit fréquenter le milieu des diplomates. C'est toujours mieux que le milieu enseignant, moins médiocre. Elles soupirèrent. Elles étaient toutes dans l'enseignement et elles abordèrent le long chapitre de leurs griefs, le niveau des élèves et la dévalorisation du métier. Anne enseignait à l'université. Florence était dans un lycée technique du 13e arrondissement après avoir subi plusieurs collèges en zone d'éducation prioritaire, Boris Vian, au Mans, Prévert à Carcassonne. Depuis qu'elle vivait en province, Muriel avait dû se contenter elle aussi d'un poste au collège le plus proli, et comme disait Florence à Bertrand, la plupart des collègues masculins des collèges étaient aussi usés que leurs cartables. Le métier use, expliquait Florence à Bertrand, il n'y a pas que les vacances, il n'y a pas de métier plus usant. Ils parlaient dans le dessert comme les prophètes en Israël, quand ils sortaient de leur salle au milieu de la mer hurlante de leurs élèves, ils étaient seuls. Il n'y avait pas d'être plus seul que les profs IRS. Les élèves, expliquait Florence à Bertrand, ne sont pas de véritables interlocuteurs, les collègues sont médiocres et envieux, les inspecteurs sectaires. Florence eut l'air de rêver un instant aux ressources qu'offrait le milieu des diplomates. Puis en décroisant les jambes sous la table, elle suggéra, au Nigeria, il y a certainement des diplomates séduisants. J'aurais adoré épouser un ambassadeur, je te reconnais bien là, fit Archéane. Tu as toujours été snob. Tu mènes une vie qui n'a rien à voir avec tes idées, je suis désolée de te le dire, tes idées d'autrefois, tes idées politiques, ça ne va. Analyse de la vitesse de lecture, 9% pas du tout avec tes convictions, c'est ce qu'on te reproche. Tu étais à gauche autrefois, il me semble. En tout cas, tu le faisais savoir. Tu militais. Tu mènes une vie qui n'a aucun rapport. Florence protesta, on se fait tous des idées, on a des rêves, je suppose. On a le droit, on évolue, on a le droit d'avoir ses contradictions. Tu es terriblement rigide. Pour moi, la vie consiste à se faire des idées. J'avais celle-là, épouser un ambassadeur. Ça ne fait de mal à personne, ça ne fait de mal qu'à moi, dit-elle, sombre, en buvant une gorgée. Ça ferait plaisir à Bertrand, remarqua Anne. Muriel en tas de faire diversion. Pierre a fait un peu de politique, je crois, du cabinet. Anne ricana, il était dans la banque aux dernières nouvelles. Je suis tombée sur une interview de lui dans un journal, sur les actions. Pierre est devenu spécialiste des actions. Ne t'inquiète pas pour lui, Pierre est un homme d'argent. Tu te souviens bien qu'il ne voulait jamais nous prêter un centime. Il prétendait qu'il avait besoin de monnaie pour les cabines de téléphone. Il a choisi la banque pour cette raison-là. Il a choisi son américaine pour l'argent. J'en mettrais ma main à couper. Il a laissé Irène pour de l'argent.
pour sa carrière. Il y eut un coup sourd qui sembla secouer le fond du paysage. Il venait d'un gros nuage roulé en boule qui masquait à demi le soleil. Il fit sombre sur la pelouse comme dans la petite salle obscure, enfumée, et bondée du malebranc, mais d'autrefois, pleine d'une faune avachie et bruyante qui avait sombré dans l'oubli, ou qui avait vieilli. Analyse de la vitesse de lecture, 10%. C'est tout comme, qui en avait laissé sur le bord du chemin, qui avait renoncé à beaucoup de ses convictions. On avance courageusement, et certains tombent, dans l'ombre qui s'étendait sur le champ, se profilait pourtant quelque chose qui avait persisté en elle, à leur insu, quelque chose d'induré. Ces images que le temps dépose, c'était là, aux Malebranche, dans la petite salle sombre où ils allaient jouer au flipper, la salle du fond, là où la bande avait ses habitudes, qu'Irène avait pleuré pour une histoire de cœur dont personne d'autre qu'elle ne se souvenait, pour une histoire vieille comme la lune, comme les étés au Mont Athos. Cette histoire fait partie du dépôt qu'avait laissé en elle l'existence. Elles en parlaient encore, elles les remuaient encore, elles en souffraient encore. Le tonnerre, dit Muriel. Vous avez entendu, la table en teck était recouverte de verres, de tasses, de coupelles d'olives, de carottes taillées en lanières, de bouteilles de jus de fruits, de noix, parce que la table se trouvait sous le noyer et qu'elles avaient fait une récolte, même si les noix n'étaient pas mûres. Il y avait aussi des poires tombées, de grosses poires râpeuses et vertes qui venaient du poirier de Muriel. Celles qui tenaient encore aux branches du verger pendaient dans la lumière basse et vénéneuse et laissaient par terre de courtes ombres ovales. Un tuyau d'arrosée, enroulé sur lui-même, était posé au pied des groseilliers. Il n'avait pas servi. Il avait lui aussi son analyse de la vitesse de lecture, 11%. C'est tout comme, plié en avel à ISS, le bord du chemin N, qui avait renoncé à beaucoup de ses convictions. On avance courageusement, et certains tombent, dans l'ombre qui s'étendait sur le champ, se profilait pourtant quelque chose qui avait persisté en elle, à leur insu, quelque chose d'induré. Ces images que le temps dépose, c'était là, aux Malebranche, dans la petite salle sombre où ils allaient jouer au flipper, la salle du fond, là où la bande avait ses habitudes, qu'Irène avait pleuré pour une histoire de cœur dont personne d'autre qu'elle ne se souvenait, pour une histoire vieille comme la lune, comme les étés au Mont Athos. Cette histoire faisait partie du dépôt qu'avait laissé en elle l'existence. Elles en parlaient encore, elles les remuaient encore, elles en souffraient encore. Le tonnerre, dit Muriel. Vous avez entendu, la table en teck était recouverte de verres, de tasses, de coupelles d'olives, de carottes taillées en lanières, de bouteilles de jus de fruits, de noix, parce que la table se trouvait sous le noyer et qu'elles avaient fait une récolte, même si les noix n'étaient pas mûres. Il y avait aussi des poires tombées, de grosses poires râpeuses et vertes qui venaient du poirier de Muriel. Celles qui tenaient encore aux branches du verger pendaient dans la lumière basse et vénéneuse et laissaient par terre de courtes ombres ovales. Un tuyau d'arroseau enroulé sur lui-même était posé au pied des groseilliers. Il n'avait pas servi. Il avait lui aussi son analyse de la vitesse de lecture, 11%. Ombre dédounée, LRTL minci Miss Van Noir. Il était gournoisement rattaché à un robinet de fonte dans l'air. C'était un soir d'été, comme il y en a des milliers dans une vie, un soir d'une étrange et troublante familiarité, avec des prés voluptueusement obscurcis par les arbres, des odeurs d'herbe, de mai, ici ou là, des bouquets d'arbres en feuillage épais. Les arbres épargnés par le remembrement, sortaient aux jointures des champs, équilibrant si bien les lignes basses du paysage. Avec l'orage, ils paraissaient presque noirs. Ils se découpaient sur le ciel en silence avec leurs formes très précises, leur feuillage d'airain, avec une grâce, avec cette terrible immobilité dont ils doivent souffrir. Le maïs était sec et jaune. Des prunes tombaient. C'était un soir qui rappelait l'enfance. Le soleil qui avait été si terriblement chaud pendant la journée rougissait derrière le nuage. Il était maintenant au niveau des arbres, ce qui créait cet allongement des ombres projetées. Une vapeur humide et lourde était montée. La nature attendait. Dans le ciel, des bandes de gaz qui fonçaient aux abords du soleil, prises dans son champ magnétique, formaient de compactes couches grises et cotonneuses, puis s'émiettaient, laissaient des lacs plus clairs dans lesquels des fumerolles détachées d'une nuance encore plus pâle avaient l'air de reflets. Par moments, des cyclistes passaient sur la route, la tête à hauteur des maïs. Ils accéléraient ou s'échouaient de vitesse au moment d'aborder la pente clant une direction indiquée. Le Limbourg, ce devait être un bois. Leurs oribles s'allongeaient sur le pré, aradancieux, illyres,
H un temps prestanciari 3H comme celle d'Yvette autrefois, pensait Anne, quand on partait en promenade avec maman et tante Geneviève, le soir, à Saint-Renoir, et ma grand-mère et ses filles, comme elle disait, elles mettaient des chapeaux de paille, elles allaient se promener le soir, quand le soleil avait baissé, elle disait, le soleil tape-moi sur la route, et la fermière, Yvette, toujours, elle arrivait en pédalant, la ferme se trouvait au virage, on se promène, bonsoir, mesdames. Quelquefois elle disait aussi, belle soirée, du beau temps. Quand Yvette s'était éloignée avec son ombre, l'ombre d'une grosse femme corpulente qui remuait lentement les genoux, tante Geneviève éprouvait toujours le besoin de dire, Yvette doit aller au cimetière, ou Yvette doit aller ramasser ses salades. Et grand-mère, il faudra que je lui demande de me donner des plants de salade, tu m'y feras penser, ou il faudra que je lui demande une bouture du rosier qu'elle a mis sur la tombe de ses parents, des roses grenats magnifiques. J'ai oublié le nom de ces roses, j'aimerais en planter, moi aussi, ça rend bien sur les tombes, ces roses rouges, mais tante Geneviève disait, j'aime mieux les roses jaunes, elles sont beaucoup plus parfumées, elle discutait. Elle pouvait discuter à l'infini des roses rouges et des roses jaunes, elle parlait tout le long de la route, tout le temps, en restant dans le livrage WHOVGIFSM, au vent marchait dans le bruit, leur foi X, fit poser les reribres sur la route. Yvette remuait lentement les jambes, ses genoux montaient et descendaient, on se demandait comment elle arrivait à maintenir le vélo en équilibre avec tant de lenteur, et tante Geneviève disait, quand il était passé, Yvette n'a pas maigri. À mon avis, elle va chercher sa salade. À cette heure, la grille du cimetière est fermée. Quelle heure est-il? Et grand-mère, le cimetière ne peut pas être fermé. Voyons, il ne ferme jamais les grilles. Tu parles pour ne lieu dire? Tu es pleine d'idées baroques, grand-mère. Morte maintenant. Quelle pèse il y avait dans tout ça, pensait Anne, dans ses voix sur la route. Parmi les vaches du champ, 2 étaient debout et 3 autres couchées, et pour le moment, rien ne bougeait, le passage des vélos ne modifiait rien, les 2 vaches debout gardaient la même orientation, celle d'une ligne décalée mais parallèle à l'horizon comme si elles avaient peur de le regarder en face, elles restaient là, figées, obtuses, confusément décoratives et parallèles à la clôture électrifiée. Les 3 autres, allongées, mâchonnaient de l'herbe, on voyait l'épine dorsale de leur dos en longueur, et chaque arbre projetait devant lui une ombre, celle d'un chêne s'allongeait au milieu d'un peigné de terre granuleuse. Chaque vache versait aussi à côté d'elle un petit bac d'ombre, un peu comme une citerne, un long haricot, une baignoire personnelle, en restant dans le livre 1h58 1/4 LB chaque vache, même couchée, représentaient une forme de relief qui avait sa part d'ombre. D'ailleurs, la vache couchée est vue de loin à la forme d'une vieille baignoire, avec ses renflements, ses monticules de côte, ses hanches. Au loin, le château d'eau faisait un minuscule donjon dessiné sur le ciel. Il se trouvait au carrefour de 2 routes entre des champs de pommes de terre et des pylônes d'où pendaient de grands fismes où ils ont considéré que le Mans, c'était un genre de promotion, disait Florence. Ce n'est pas loin de Paris, en train, même si ce n'est pas glorieux, évidemment, ce n'est pas ce que j'avais rêvé, j'étais en zone d'éducation prioritaire. Les zones d'éducation prioritaire, on dirait qu'il n'y a que ça, maintenant, dans l'éducation nationale. L'éducation nationale est devenue une vaste zone d'éducation prioritaire. Tu as de la chance, toi, d'être à l'université, dit-elle à Anne sur un ton un peu agressif. Le statut d'Anne l'énervait. Oh, tu parles d'Anne en haussant les épaules, à propos, reprit Florence. Vous savez que je suis retournée en Italie, dans le Golfe. Début juillet, c'est vrai, dire les autres. Quand j'ai vu le rivage sourire de l'avion, ça m'attait quelque chose. Il faisait nuit, mais j'ai reconnu la route c'est aussi. Vous vous souvenez les lauriers roses et le restaurant de poissons où on a le temps restant dans te livre 1h57 minutes 14 les manger des, manier je me suis, Villedoiti, TRP sur RN à gauche, quand on était un restatitant de poissons, on voyait l'île sur la gauche, mais était toute mirée, la nuit, maintenant, il n'éclaire plus le monastère. J'ai vu aussi une péninsule, comme une sorte de pain de sucre avec d'autres lumières à mi-hauteur. Ce devait être le Sacramonton, il y a plein de nouvelles stations balnéaires. Ça s'est beaucoup construit. De l'avion, on voyait les carrés des piscines sur la terre, beaucoup de maisons ont des piscines, comme ça,
Les gens n'ont plus besoin de descendre à la mer par cette route dangereuse. Ils ont éteint les lumières dans la cafne pour l'atterrissage. On était déjà bas. J'ai reconnu l'éclairage du centre historique. On a atterri 2 heures après la catastrophe aérienne en Argentine, Bertrand et moi. On a vu les premières images sur une chaîne d'information en continu en récupérant nos bagages sur le tapis. L'avion en flammes. Quand j'ai appelé maman pour dire que j'étais arrivée, j'appelle toujours maman dès que j'arrive, ça n'a pas manqué. Elle a dit, vous avez vu la catastrophe, il n'y a pas un survivant. C'est une bombe. Certainement. On ne sait rien, on n'a pas retrouvé les boîtes noires. Tant qu'on n'a pas retrouvé les boîtes noires. J'ai dit, passe-moi papa. Mais elle a dit, je ne vais pas déranger ton père. Ton père est occupé. Il regarde l'émission spéciale. Franchement, je n'aimerais pas être à votre place, prendre l'avion en ce moment. Voilà ce qu'a dit maman, je n'aimerais pas être à votre place. Ça, ajouta Florence, c'est maman tout craché, appuyez là où ça fait mal. Tant restant dans le livre. 1h56 à S% terrain Raclorian, Irpunerie, minimum elle convainc que c'était le genre aimer les feux d'artifice. Tu as parlé de Maurizio à Bertrand de Mondane. Elles pouvaient faire comme des filles de 20 ans, il y a prescription, dit Florence. Bertrand s'en moque. Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse? Tu as revu non? Dit Florence. Tu n'as pas essayé de le revoir. Quand même, tu aurais pu. J'y suis mise à aller, moi. Au moins, tu es rentrée dans la boutique, non? Dit Florence. Je n'y suis pas allée. J'ai retrouvé le magasin sur le port, ce n'est pas difficile. Je suis passée devant, c'était à côté du café. Maintenant, je crois que c'est un glacier. Je veux dire, le café est devenu un glacier, mais le magasin est toujours là. Il y a un grand comptoir en plexiglas, mais tout avait changé. Je n'ai pas voulu, je ne sais pas. Je n'étais pas sûre. Il a sans doute passé la main. Je trouvais que c'était ridicule après toutes ces années. Oui, c'était ridicule, dit Muriel. Pourquoi? Il aurait peut-être été comte, mais elle pensait toute la même chose, il ne l'aurait pas reconnu. Elle pensait, à quoi bon, il a certainement oublié. Les hommes oublient, elles gardèrent le silence, remarque, dit Muriel. Maintenant, Maurizio doit avoir dans les 70 ans, dit Anne, à ce point, avait plus de 30 ans 81. Alcul, temps restant dans le livre. 1h54 au-il 17 941 $. C'était l'été où elles étaient allées ensemble en Italie. Sac à dos, elles avaient arpenté des rues poussiéreuses, visité des sites, attendu Z, des arrêts de car, mangé beaucoup de pêche. C'était une brune qui les vendait au bar alimentation de la Piazzetta. Elles se rappelèrent le bar et la brune. Les pêches étaient si grosses que 3 pêches suffisaient à remplir un pochon de papier gris. Le bar alimentation était sombre, il sentait l'artichaut mariné et le salami. La brune du bar était enceinte, elle appuyait son ventre gonflé au bac de congélation pour les servir, et elle se demandait si le bébé sentait le froid, à l'intérieur du ventre. Au moment où la brune ouvrait le bac de congélation pour en extraire un cornetto à la vanille, elles adoraient les cornettos à la vanille. Elles parlèrent des lasagnes de la signora Benedetti, de la pension La Rosetta, une pension économique, tout en haut du village. Les chambres étaient plutôt rustiques, un lit, un lavabo, une fille faisait le ménage. Quand elle avait fini, elle laissait le seau avec la serpillière à l'entrée du couloir, elle descendait à la mer par la route de la Corniche, longeait le mur de la Villa Apollon. À 3 heures, le silence de l'été était énorme, le jardin grillait sous le soleil. Il y avait au centre ce palmier gigantesque, unique et poussiéreux dont le tronc avait l'air en corne. Elles imaginaient un salon très sombre, l'ombre épaisse des intérieurs, avec de lourds riz, des fauteuils rouges Second Empire, ces lustres de Murano qui ressemblent à des poulpes, et au temps restant, le livre 1h53 mur, des descentes de croix ou des vues encrassées de la plaine du Latium, comme dans le Guépard de Visconti il y a peut-être un héritier, faisait remarquer Florence, quand elle jetait un œil à Tétéa vers la grille. Elles avaient visité le monastère de Le. Des femmes faisaient le chemin de croix du Sacrament à genoux depuis la basilique. Elles avaient fait l'ascension, elles aussi, elles visitaient tout, elles absorbaient tout. Elles se baignaient dans la mer chaude, s'enduisaient de crème solaire, elles mettaient des lunettes de soleil qui leur donnaient un air impénétrable, et derrière leurs lunettes de soleil, des masques, jeunes et impénétrables et avides. Couvertes de coups de soleil, elles allaient regarder le point de vue depuis le belvédère du village.
Une fois, elles avaient mis des pièces dans ce genre de lunettes payantes comme un enrodateur qui permettait de distinguer les détails de la côte. Mais le bruit de moteur mesurant la mise en marche du temps les paralysait, comme les pièces qu'il fallait mettre dans les cabines téléphoniques. L'instrument était lourd à manipuler. Elle n'était jamais arrivée à faire le point. Elle n'avait vu que le bleu de la mer dans la lunette trouble comme une grosse loupe, était une sorte d'objet blanc. Après, elle s'était aperçue que c'était la chevelure de l'ange du portail du monastère. Maurizio avait klaxonné alors qu'elle remontait la route depuis la plage, traînant les pieds avec leur sac et leurs serviettes. Il avait proposé de les monter au Belvédique dans sa voiture. Elles avaient accepté, comme avait dit Florence. Elles ne risquaient rien, à plusieurs. Temps restant dans le livre. 1h09% après, il les avait emmenés danser 2 ou 3 fois dans la plaine derrière la montagne, une boîte à côté d'une case de voiture. Elle dansait sur le tube de l'été, Sarah Perchetti Amo. Un groupe qu'on entendait partout, aux terrasses des cafés, dans les voitures. Le groupe s'appelait Ricci e Poveri, un nom complètement ridicule. Elle rentrait à 2h du matin, l'air était tiède. Il fallait une clé spéciale pour rentrer à la Rosetta après minuit. Elles enlevaient leurs sandales, passaient les pieds nus en chuchotant par une porte sur l'arrière du bâtiment, traversaient le petit vestibule qui ramenait à la réception. Ils sentaient les lasagnes froides, il y avait un bouquet de fleurs en tissu sur le comptoir, des photos des papes Jean et Paul VI avec leurs calottes blanches, des images du Christ au-dessus des casiers des clés, le Christ montrant son cœur. La signora Benedetti était très pieuse, elle montait tous les ans à genoux les 500 marches du Sacromonte. Maurizio avait embrassé Anne sous les photos des papes Jean et Paul VI. Un soir, pendant que les 2 autres étaient déjà dans l'escalier, la minuterie s'était éteinte. Il l'avait retenue par le poignet, attiré contre lui dans le petit vestibule, l'avait lâché quand la lumière était revenue. Une des autres, à l'étage, avait lui appuyé sur un des interrupteurs du couloir. Anne ne l'avait jamais dit. Temps restant dans le livre. 1h50. Maurizio avait une boutique de souvenirs sur le port. Il vendait des cartes postales, des boules en verre qu'on renversait. Une neige en cristaux de polystyrène tombait sur le château Saint-Ange, la tour de Pise, Saint-Pierre de Rome. Il n'était pas impossible d'ailleurs que Maurizio eût également embrassé les 2 autres l'un de ces soirs où il revenait de la boîte dans sa voiture, attirant à Liri la dernière, profitant de la faible durée de la minuterie. Il fallait remettre les choses à leur place, ne pas être trop poire, comme Florence disait. Elle l'était, plus ou moins. À la mi-août, elles avaient pris le train pour Rome. À Rome, elles avaient fait à pied toute la voie de la Conciliazione avec leur sac à dos. Elles logeaient dans le Trastevere et mangeaient des pizzas tous les soirs. Florence prenait toujours la 4 Stagioni parce qu'il y avait des artichauts. Muriel, celle avec des anchois et des olives. Elles avaient goûté leur premier tartuffe au pied de la fontaine du Bernin, la fontaine des 4 fleuves. Le soir, elles s'asseyaient au bord du Tibre qui n'avait presque plus d'eau et qui paraissait sale. Elles regrettaient la mer. Sans vouloir se l'avouer, à Rome, pensait-elle, on ne doit rien regretter. Elle pensait, voir Rome et mourir, mais c'était, voir Naples et mourir, temps restant dans le livre. 1h49. Il faisait chaud, la chaleur était réverbérée par les pierres. Elle regrettait la petite pension tranquille accrochée au rocher, sa terrasse en béton au-dessus de la station balnéaire, la voix de la signora Benedetti le soir, qui montait de la nuit sous la terrasse, âgée continue, quand la signora prenait le frais avec des voisines s'épaient des voix dans la nuit. Elle regrettait le silence de leur chambre fraîche et nue quand le sol en travertin avait été passé à la serpillière par l'employé qui laissait le seau dans le couloir. Elle regrettait Maurizio. Elles traînèrent à Rome leur nostalgie. Elles avaient promis d'envoyer une carte postale. Elles en signèrent une, n'en reçurent jamais. À Rome, il y avait cette odeur particulière du marbre dans les églises. Elles pensaient que c'était l'odeur du Vatican, l'odeur de l'art. Quant au Tibre, il sentait les égouts. Elle n'arrivait pas à dormir. Des touristes passaient paresseusement dans la nuit, le long du fleuve, des couples qui se donnaient la main. Ils rentraient à leur hôtel. Elle n'avait qu'une chambre qu'elle partageait. Il fallait payer le robinet pour la douche et enjamber les sacs à dos de toutes sortes d'étudiants allemands ou hollandais. Ces étudiants de l'université de Hambourg ou de l'université d'Amsterdam jouaient de la guitare au bord du Tibre, assis à cheval sur le parapet au coucher du soleil. Elle n'était pas pressée de rentrer et,
assises avec leur cornet de Noxiola ou de Stracciatella dans l'odeur de pierre chaude, des huttes de marbre chauffées par le soleil, et de pâte à pizza de la nuit romaine, faisant des sourires au solide lent des gratteurs de guitare, regardant le ciel orangé de Thames restant dans le livre. 1h48 21 au venir d'un bleuâtre subtil comme les ciels du Lorrain, gorgé d'art et de vagues à l'âme, elles écoutaient Souvenir de l'Alhambra, ou Jeux interdits. En septembre, un des Allemands de l'université de Hambourg avait rendu visite à Florence à Paris. Naturellement, elle n'en avait rien dit aux deux autres. J'ai apporté des photos, dit Florence, qui se pencha et sortit un paquet de son sac. J'en ai retrouvé plein mon tiroir. Elles se regardèrent, s'exclamèrent, quels affreux shorts elle portait. Port était un port des années Sceaux. L'eau arrivait au niveau des quais de pierre blanche. Elles virent la Piazzetta, la basilique de Santa Maria Assunta, d'innombrables vues de la corniche. Les rochers étaient pris de travers. Le bleu de la mer semblait sombre, comme si la couleur elle aussi avait vieilli. La mer était elle aussi sombre. Elles pensèrent, c'est la pellicule, elle a foncé avec le temps. Elles virent l'étudiant de Hambourg qui est demandèrent-elles. Florence mentit, je ne sais plus, et mit la photo sous la pile. Elles virent Maurizio, en chemisette blanche, les cheveux plaqués par le gel. Elles le reconnurent à peine. Il posait entre Anne et Muriel, les tenant par l'épaule. Anne, il est à peine plus grand que toi. Regarde, il a dû beaucoup grossir, dit Muriel. C'était le genre d'homme à pas mal grossir. Elle se passait les photos, riait, se montrait des choses et devait se pencher pour voir. Elles sortirent leurs lunettes, l'une après l'autre. La lumière baissait. Le soleil invisible avait passé la ligne d'horizon. Les gros nuages ronds, gonflés, moites, avançaient toujours sur le champ. En dessous, la terre fonçait. Oui, c'était vieux, tout ça, la chaleur blanche, les arrêts de cars poussiéreux, les grosses pêches juteuses du bar alimentation. Maintenant, elle mangeait des poires, elle cassait des noix, mais les noix étaient encore fraîches, c'était tendre, blanc, croquant à l'intérieur, amer. On aurait dit du céleri. De temps en temps, elles essayaient encore, elles s'acharnaient comme on s'acharne toujours plus ou moins avec les noix. Elles écrasaient la noix avec une pierre, elles la mettaient en miettes. On ne sait pas pourquoi les noix suscitent cette sorte de passion destructrice. Elles se rabattaient sur les cacahuètes et sur les olives. Florence montra les photos plus récentes du lodge où elle avait passé juillet. Et c'était bien ce que les autres imaginaient, le genre d'endroit que fréquentaient Florence et son mari, les bungalows, la piscine à débordement, la terrasse panoramique. Elles aperçurent Bertrand en chemise Lacoste claire sur fond de ciel bleu. Montre, dirent-elles. C'est Bertrand, il avait sur le dessus du crâne une légère tonsure. Elles convinrent que ça lui donnait un air élégant. Elles sortirent des photos de leurs enfants. Anne n'en avait pas. C'était une infériorité sur laquelle les deux autres avaient eu bien des discussions au téléphone. Sur cette question des enfants, leurs progrès, leurs études, leurs expés. Une livrage 46 ans restant dans N minimum 23 oriences, elle restait silencieuse, n'ayant pas voix au chapitre. Elle ne s'exprimait que sur la question universitaire, les cursus et les orientations que les autres avaient perdues de vue. Elle n'était pas mariée non plus. Elle avait eu différents compagnons, le genre d'homme qu'elle rencontrait dans son métier, chercheurs en sciences sociales, universitaires divorcés inaptes à la vie ordinaire. Elle faisait une carrière intéressante, disaient les autres, et dirigeait une unité de formation et de recherche. Elle ne vivait pas l'horreur des collèges en zone d'éducation prioritaire. Mais il était probable qu'elle connaîtrait une vieillesse solitaire, et ça, disaient les autres quand elle s'appelait ENT au téléphone, c'était le pire, la vieillesse solitaire. À propos d'Anne, Florence avait dit plusieurs fois à Bertrand, dans le fond, je la plains. Au fond, les hommes étaient arrivés dans leur vie comme les lions viennent boire au fleuve le soir, en Afrique. Muriel, qui était la plus effacée, s'était mariée la première. Elle avait épousé Jean-Louis, un ingénieur, un beau garçon, sportif, automate. Anne s'était éloignée d'Éric. Elle avait alterné plusieurs chercheurs en sciences sociales aux chemises froissées, qui regardaient tout le monde de haut et dansaient mal. Quant à Florence, après avoir entretenu des correspondances sentimentales avec des étudiants de cursus commerciaux, des élèves ingénieurs, même un maître nageur de Pontoise, elle avait épousé Bertrand qui travaillait au ministère des Transports. Personne n'arrivait à comprendre comment elle était passée du maître nageur de Pontoise à Bertrand.
Pour chacune d'elles, la vie des autres était un mystère. Mais elles avaient besoin des autres pour apprécier ce qu'elles vivaient. C'était en comparant qu'elles arrivaient à se faire une idée de leur vie. Sans possibilité de comparer, leur vie leur paraissait indéchiffrable. Ainsi, elles avaient toujours pensé que Muriel qui, physiquement, disait Florence, n'en avait pas vraiment IS moyen, avait décroché le cocotier en épousant Jean-Loli. Personne n'a compris, disait Florence. Les jours où elle soliloquait devant Bertrand le dimanche, en voiture, quand il revenait de chez sa mère, la mère de Bertrand avait une maison à Milly-la-Forêt. Le retour en voiture, dans les files de circulation, dans la pénombre du dimanche, rendait Florence méditative. Elle regardait les lumières rouges des feux arrière, les petits villages compacts de Beauce, pris dans l'ombre du dimanche soir. Elle réfléchissait à la vie, elle pensait au passé, à ce qui avait eu lieu, à ce qui restait un mystère. Elle regardait les bords noirs de la route, elle répétait « Personne n'a compris », elle voulait dire. Personne n'a compris ce qu'il lui trouvait de spécial. Elle, Muriel, était terriblement amoureuse, en extase devant lui. Tu vois, Muriel disait elle à Bertrand au moment où il déclenchait son clignotant et s'engageait sur une bretelle de sortie d'autoroute. Si tu veux, quand il était jeune, elle était petite, un peu ronde, très discrète, intelligente mais franchement insignifiante. Lui avait quelque chose, je dis bien quelque chose de Georges Clooney, en restant dans le livre. 1h44 minutes 24%. Tu vois Georges Clooney, demandait Florence à Bertrand en regardant l'ombre enveloppée sur la gauche. Une ferme fortifiée Beauceronne pleine d'une vie inconnue, et peut-être d'une vie possible. Mais Bertrand ignorait Georges Clooney et disait « Ne me déconcentre pas, tu vois bien qu'il y a de la circulation ». Il n'était pas facile d'avoir une conversation avec son mari. Dans un couple, chacun restait seul. Cela faisait longtemps que les hommes étaient entrés dans leur vie comme les lions viennent boire au fleuve. Maintenant, la plus grande partie de leur vie était derrière elles. C'était ce que se disait Florence souvent, en rentrant de chez sa belle mère. Une épreuve tandis que la voiture freinait dans les bouchons et que l'ombre portait l'une après l'autre les fermes fortifiées Beauceronne pleines de vies inconnues. Mais n'était-elle pas affaiblie par un dimanche chez sa belle-mère, le fond d'hostilité usant, dissimulé sous les paroles? N'était-elle pas, certains dimanches, comme vidée de sa substance, désemparée, vaincue? Surtout les soirs d'automne. Ta mère me déteste, disait-elle. Le profil de Bertrand, qui soupirait et déclenchait les essuie-glaces. Quelquefois, pour arranger le tétou, il pleuvait. Tu le sais et tu ne prends jamais mon parti. Devant ta mère, tu es si lâche. Elle regardait par la vitre de la portière. Il pleuvait, et elle pensait à toutes ces vies. Certaines commençaient, certaines finissaient. Aucune n'en était au même point. Il n'y avait jamais d'arrêt. Simplement une longue glissade en l'intérieur, des points de rencontre, des parallèles, des asymptotes. On vivait un moment avec ses enfants, en restant dans le livre. 1h43 minutes 25%. Puis les enfants vous dépassaient. C'était un peu comme les coureurs du triathlon. Il faut toujours, disait-elle à Bertrand, que ta mère me fasse des réflexions blessantes. Maintenant, leur vie avait un contenu objectif. Leur vie était concrète. Elle était solidifiée derrière elle. Les hommes avec qui elle vivait avaient les cheveux gris ou étaient chauves. Et quelquefois, quand elle les voyait de dos dans des assemblées familiales, sous un angle différent de celui dont elle avait l'habitude, quand leur attention se relâchait, qu'un dès leur effort se relâchait, cet énorme effort qu'elle mettait à vivieux, dans une partie plus silencieuse et stable de leur être, celle qu'elles se représentaient quand elles disaient moi, qu'elles avaient d'ailleurs du mal à localiser. Par exemple, quand elles entraient dans une pièce et voyaient leur mari d'un peu loin dans un groupe d'amis, quand elles oubliaient tout ce qui s'était passé. On ne peut pas toujours être conscient de tout ce qui s'est passé. Elles avaient l'impression de voir leurs oncles autrefois, dans les accommunions solennelles, et elles avaient un coup au cœur. Elles avaient l'impression de voir les oncles rougeaux et portés sur le vin qu'elles devaient embrasser. Ils avaient beau faire du tennis, ils parlaient de leur point de retraite et ils ressemblaient à leurs oncles autrefois. Ces hommes grisonnants qui caloriaient leur point de retraite et qui ressemblaient à leurs oncles étaient leurs maris. C'est incroyable, pensait-elle, en restant dans le livre. 1h41 minutes 26:0. Ils boivent trop, pensait-elle. Il faut qu'il arrête. Elle détestait quand, à la radio ou à la télévision, on disait « Une quinquagénaire a été retrouvée morte à son domicile » ou encore « Une quinquagénaire a été agressée dans le RER ».
plus encore à cause de quinquagénaires qu'à cause de morts. En Italie, reprit Florence en T, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Il veut toujours avoir raison. On a roulé tout un moment dans une pinède en pleine ennui, là, endroit complètement désert. La route grimpait, je ne reconnaissais rien. Je me demande si on n'était pas tout bonnement de l'autre côté. Sur le versant d'en face, celui qui avait brûlé, qui était tout pelé autrefois, il n'y avait pas une lumière, pas une maison, tout juste des panneaux, risque d'incendie. J'ai dit, tu aurais dû demander à quelqu'un en sortant de l'aéroport. Je ne reconnais pas la route. Ce n'est pas la bonne direction, mais Bertrand s'est mis en colère. Bert, il ne veut jamais demander. J'ai mon GPS. Je sais lire mon GPS. Il a une confiance incroyable dans sa machine. Il a toujours le nez dessus. Il dit que c'est moderne. Un moyen d'information moderne. Moi, naturellement, je n'ai pas le sens de la modernité, puisque je suis une littéraire. Au restaurant, il s'obstine à parler italien alors qu'a été agressé dans le RER. Plus encore à cause de quinquagénaires qu'à cause de morts ou agressés. On ne pouvait pas éviter la mort et l'agression, mais on pouvait éviter ce mot administratif. Elles parlèrent des actrices qui, malgré leur âge, s'en sortaient. Celles qui n'avaient pas de rides, qui ne baissaient pas les bras, qui se battaient. Mais elles n'étaient pas l'Alpe. Elles se font de la chirurgie esthétique, dit Florence. Ça leur coûte une fortune, elles perdent l'expression, dit Muriel. Elles sont figées, on dirait des momies, elles ne peuvent plus sourire. Elles vieillissent quand même, dit Anne. Elles ne pourront pas l'empêcher. C'est une guerre perdue. Elles parlèrent de celles qui étaient célèbres quand elles étaient enfants, celles qui faisaient la une des magazines, Ingrid Bergman, ou Liz Taylor, ou Grace Kelly, Liz Taylor, et ses yeux violets. Mais maintenant, n'importe qui peut avoir des yeux violets avec des lentilles. Elles firent les comptes, Ingrid Bergman, morte. Liz Taylor, morte. Grace Kelly, morte. Temps restant dans le livre. 1h40 27%. Elle était si terriblement belle, soupira Muriel. Dans ce film, dit Muriel, elle chercha le titre. Je l'ai revu l'autre jour à la télévision, ils l'ont passé en début de soirée. Je ne trouve pas, coupe à Florence, elle était raide, trop distinguée, elle manquait de flamme. Je préférais Romy Schneider, morte elle aussi, ou Liv Ullmann, tiens, Liv Ullmann, ANN. Mais Liv Ullmann vit encore, dit Muriel. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et tout à coup, c'était cela qui paraissait invraisemblable, non pas la mort, mais cette durée miraculeuse de la vie, car la vie s'étendait encore devant elle, comme l'herbe. Elle regardait au loin, anxieuse, l'orage grondait à l'horizon leur vie dans laquelle il y avait eu Maurizio, l'Italie, et maintenant, devant elle, se prémenacée par l'orage. Est-ce que moi, je m'en sortirai, pensait-elle. Est-ce que je suis capable de m'en sortir? T4. Elles avaient des milliers de fois mis la table, débarrassé la table, secoué les miettes, mis la vaisselle dans la machine, fait cuire du beefsteak, acheté du sopalin. Maintenant, leurs enfants volèrent notamment de leurs propres ailes, leurs enfants les traitaient avec condescendance, comme de vieilles choses sympathiques, mais dépassées. Temps restant dans le livre. 1h XQ minimum 28,0 totalement dépassé par la technologie, disait-il. Ma mère, incapable d'envoyer un texto, ma mère, disaient les enfants. Ils tapotaient toute la journée sur leur portable, partaient vivre au Qatar ou en Australie, mais réclamaient quand même une assistance financière. Elles ne savaient pas quand ils seraient indépendants. Ils vieillissaient eux, même à une vitesse ahurissante, déraisonnable. Pas plus tard que l'année dernière, Florence avait envoyé aux deux autres un faire-part du mariage de son fils Alexandre. Vous êtes priés, était-il écrit gracieusement dans un genre d'italique. Daciter ou DR vous unir d'intention à l'âme célébrée par le père Roger Dupont, Dupont avec 2 P, avaient noté les autres, en l'église. En l'église, avaient soupiré les deux autres. C'était la volonté des parents de ma belle-fille, expliqua Florence. Des gens très à cheval sur les traditions. Elle prononça belle-fille et à cheval sur les traditions avec beaucoup de naturel. On sentait qu'elle était entrée dans le rôle,
qu'elle avait à cœur de jouer celui-là aussi bien que les précédents, enseignante, femme, mère. Les deux autres avaient pourtant eu un choc, elles avaient pris un coup de vieux collectif. Le faire-part de mariage du fils ressemblait en tout point à celui de sa mère, 30 ans auparavant. Anne s'était dit avec une forme de satisfaction sournoise, Florence va devenir grand-mère. Elle voyait sa propre grand-mère, qui avait encore un chignon blanc et des pneus d'écaille, des gaines playtex, des combinaisons en nylon et cette corpulence essoufflée des femmes sans hormones. Temps restant dans le livre. 1h38 minutes 29% de la maison. Elles le virent et raspillèrent la pelouse en même temps qu'elles entendirent le tonnelle. Plus que les signes adolescents, d'ailleurs, pensèrent les invités quand il s'approcha d'elle, pieds nus dans l'herbe. Un jeune homme Hugo, mon petit dernier, dit Muriel, le seul qui me reste. Cet été, il me tient compagnie. Il souriait. Il demanda, tu crois qu'il va pleuvoir? Peut-être, dit sa mère. As-tu fermé ta fenêtre? Je ne veux pas que les fenêtres claquent. Il avait les yeux bruns et doux, de l'or cils. Il les considérait de ses yeux bruns et doux. Si grandes dirent-elles, impressionnée. Il a les yeux de Jean-Louis, exactement les yeux de Jean-Louis, c'est sidérant, le front de Jean-Louis, le portrait craché de son père. Florence dirait à Bertrand, Jean-Louis jeune. Tu te souviens de Jean-Louis jeune? Tu vois Georges Clooney? Florence dirait, cette impression de revenir des années en arrière. Muriel eut un petit sourire fier. Il est en fac. Il fait des lettres. Il était légèrement barbu et avait l'air de sortir de son lit, comme la plupart des étudiants de lettres. Cela, inexplicablement, ajoutait à son charme. Un étudiant, pensèrent les autres. Elles eurent une pointe au cœur. Elles se levèrent. Elles voulurent lui tendre la main mais il présenta sa tête en avant avec une docilité déconcertante et tendre, un temps restant dans le livre. 1h35 minutes 30 peu comme la chienne abottie, et elles sentirent contre leurs joues ses joues piquants et il resta devant elles, souriant, en coin, se balançant d'un pied sur l'autre, pieds nus, oisif, une main enfoncée dans la poche avant de son Jean, de l'autre main. Il se frottait le crâne ou flattait la tête de Babou qui haletait toujours en tirant la langue. Des photos demanda-t-il en menant ce qui était sur la table. Je peux voir. Il les examinait avec ce même sourire en coin. C'est vous? Elles dirent, confuses. Oui, nous, il y eut une bonne trentaine d'années. Elles rirent. Ça date. En même temps, elle lui expliquait, là c'est Rome. Tu connais Rome? Là, nous mangeons des tartuffes devant la fontaine des 4 fleuves, Piazza Navona, le Bernin. Je ne sais plus quels sont les 4 fleuves, le Gange et le Nil. Mais les deux autres? Peut-être le Danube. Là, c'est la côte, je ne sais plus où. Un arrêt de car nous n'avions pas de voiture. Là, c'est Maurizio, un ami. Oh, dit-il, je vois, un bel Italien. Il se penchait avec un léger sourire ironique. Elles reconnurent, nos shorts n'étaient pas à la toute dernière mode. Elles se sentaient prêtes à tout, prêtes à renier tout. J'espère que tu n'as pas passé l'après-midi sur ton ordinateur, dit Muriel, visiblement heureuse. Oh, maman, dit le jeune homme, arrête avec ça. Il sourit aux deux invités, chaque heure est tendre, prit son temps, puis retourna nonchalamment vers la maison, la main droite d'antan restant dans le livre. 1h34 minutes 31% capoche avant de son Jean, 11 111 tes pieds nus dans l'herbe comme le Christ. Il passait 5 C011110 Itchi 0111 flé poirier du jardin. Comment fait il se demandèrent-elles, l'herbe est si piquante, surtout à la campagne, il y a toujours des cailloux, des coquilles d'escargot, des épines de rosier minuscules. Marcher dans l'herbe fait si mal. Mais il s'éloignait comme le Christ capable de marcher sur vos du lac de Tibériade, et le grondement lointain de l'orage évoquait la 9e heure. 19 ans. À tout casser 20 il est charmant. Ton fils, dirent-elles ensemble il est un peu poète, reconnut Muriel. En fac, il suit un atelier d'écriture poétique. Il écrit des choses vraiment bien. Il me les fait lire. Il va entrer en master en octobre. Sa petite amie fait un semestre en Amérique à Stanford. Il passe des heures sur Skip. Il devrait s'aérer. Je n'aime pas trop ça. Il ne va pas tarder à l'appeler. Je ne sais pas quelle heure il est à Stanford. 10 heures de décalage, je crois. Elle cria. Tu ne vas pas appeler Sibylle quand même? Il n'est pas l'heure oh, maman dit la voix lointaine de Hugo, avec reproche. Il disparut dans la maison ouverte et sombre comme une maison des tropiques. Peu après,
elles entendirent la musique, rythmée, sauvage, l'expression même, sonore, de la jeunesse, de la révolte du death metal, dit Muriel, c'est ce qu'il aime. Elles firent une moue compétent, elles voyaient, du death metal. Derrière les arbres du Lambourg, sur la droite, le ciel noirci. On entendit encore 2 ou 3 coups sourds, ceux de l'orage promettant restant dans le livre. 1h33 minutes 32% par cette journée, qu'à canicule. Oxken tondait, depuis la maison, ceux du death metal. N'importe, quelque chose avait changé. Cette maison à la campagne, cette maison ouverte comme une maison des tropiques contenait un homme jeune. Cette maison contenait le mystère de la jeunesse, le poignant mystère de la jeunesse. C'est bien, un poète dit Florence en soupirant, tu as de la chance. T'aurais aimé avoir un fils poète. Alexandre n'est pas poète, il fait de l'informatique. Sa femme est commerciale chez Picard. Margot, elle, a tenu un moment un journal. Mais elle devait surtout y raconter ses affaires de cœur, et d'après ce que je sais des histoires de ma fille, ça devait être confus. Bon chien chasse de race, fit remarquer Anne. Oh, dit Florence, ça fait longtemps que je n'écris plus à Pearson. Elles rirent parce qu'elles pensaient aux innombrables lettres nébuleuses et mélancoliques que Florence écrivait aux élèves ingénieurs, qui ne débouchaient sur aucune conclusion précise. C'était même le but de ces lettres. Ne déboucher sur aucune conclusion précise en juillet, quand on est arrivé en Italie, reprit Florence en mangeant une lanière de carottes. Bertrand s'est trompé de route pourtant restant dans le livre. 1h32 minutes 33 aller à l'hôtel. Bertrand est terriblement, limité, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Il veut toujours avoir raison. On a roulé tout un moment dans une pinède en plein ennui, là endroit complètement désert. La route grimpait, je ne reconnaissais rien, je me demande si on n'était pas tout bonnement de l'autre côté. Sur le versant d'en face, celui qui avait brûlé, qui était tout pelé autrefois, il n'y avait pas une lumière, pas une maison, tout juste des panneaux, risque d'incendie. J'ai dit, tu aurais dû demander à quelqu'un en sortant de l'aéroport, je ne reconnais pas la route. Ce n'est pas la bonne direction, mais Bertrand s'est mis en colère. Elle ne veut jamais demander son chemin. Il trouve ça humiliant. On a fait une bonne 30aine de kilomètres pour rien dans la montagne. Quand j'ai eu le malheur d'insister, il a dit, j'ai mon GPS. Je sais lire mon GPS, il a une confiance incroyable dans sa machine. Il a toujours le nez dessus. Il dit que c'est moderne. Un moyen d'information moderne. Moi, naturellement, je n'ai pas le sens de la modernité, puisque je suis une littéraire. Au restaurant, il s'obstine à parler italien alors qu'il parle mal. Quand il dit buongiorno ou buona sera, les serveurs sourient, mais je repère leur sourire. Je n'ai peut-être pas le sens de la modernité, mais j'ai le sens d'autre chose, de petites choses très délicates, très fines. J'ai le sens du ridicule. Plusieurs fois, j'ai dit à Bertrand, parle anglais, c'est bien suffisant, tout le monde comprend l'anglais dans un hôtel de standing international. Dis-leur you would like some tyrol, ils comprendront, mais Bertrand est hostile à l'emploi généralisé de l'anglais par principe, c'est la moindre des politesses, me dit-il, à l'étranger, de temps restant dans le livre. 1h31 minutes 34 pour sans faire l'effort de s'exprimer dans la le pays. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas à chiffre et raison, Dan. Le ton, il prie loup. 111e ça lui donne un charme latin, il croit faire, il m'écoute pas, il roule les airs, il met les accents en dépit du bon sens, par courtoisie, à ce qu'il prétend. Et il reprend du tiramisu qu'il adore, il aime trop les sucreries. Et, à ce moment-là quand il prend du tiramisu alors que je refuse, il dit par pur esprit de contradiction, rien pour la señora, il dit señora comme si j'étais espagnole, et il rit avec le serveur qui désapprouve, naturellement. Car le menu avec dessert est plus cher que le menu entrée et plat principal, c'est ça avec Bertrand, il tire la couverture à lui. Et quand le serveur apportait le tiramisu, naturellement, comme pour en rajouter, il me disait, bien fort, pour en faire profiter la galerie, il est délicieux, tu as tort, grazie, avec un terrible accent allemand. On se disputait. En fait, on a passé le temps à se disputer en Italie. Les vieux couples dit Anne en riant. Je suis sûre que le serveur nous a pris pour des Allemands. À l'hôtel, c'était bourré d'Allemands. Des couples entre deux âges qui dansaient dès qu'on leur mettait de la musique. Tous les soirs on y avait droit,
Strange is in the night, only you, il y a tant d'Allemands en Italie. C'est direct, Diane, ils descendent par le col du Brenner, le change est favorable et idéal soleil. Tu imagines ce que ça doit être, l'été allemand, elle dit, la rure, tu imagines la rure, l'été, des quartiers de petits immeubles, jardins publics, des pluies bien fraîches, temps restant dans le livre. 1h30 minutes 35%. Je déteste les étés frais, Lilloise, C05, t'es vrai, j'aime la chaleur. J'ai toujours détesté les étés frais, l'idée raté frais me cause de l'angoisse, comme si l'occasion n'allait plus revenir, comme si la chance, un été, c'est si court. Le lodge je pensais les autres, les soirées avec animation musicale. Elle voyait exactement ce que c'était, la terrasse panoramique, les bungalows au nom de peintres italiens, le Giotto, le Titien, le Véronèse, la piscine à débordement de couleur turquoise, une salle fitness avec des appareils de gymnastique, un institut de beauté avec des crèmes aux plantes 100% naturelles, la mer en dessous Massary les rochers dans la nuit, le crooner à pointe chantant Let It Be, Only You, en promenant son micro sur la piste comme les chanteurs des émissions vieillottes, pendant qu'on suit au loin les petites lumières tremblantes d'une côte parce qu'elles dessinent la ligne d'un rivage inconnu, parce que ce sont des lumières dans la nuit, parce qu'on s'y raccroche, un moment d'exception, comme ils disent. Anne fredonna doucement You Are My Destiny, elle dit, on allait à cette boîte dans la plaine derrière la montagne à côté d'une case de voiture, vous vous souvenez, la Rotonda, ou l'Alhambra, Maurizio nous y a conduites plusieurs fois. Comment s'appelait cette boîte? Je m'étais acheté une robe jaune, dit Florence. Une folie. 3 mois de ma bourse de l'époque. Maurizio m'avait dit qu'il la trouvait jolie. Où peut bien être cette robe jaune? Je ne sais plus ce que j'en ai fait, j'ai dû la jeter. L'Alhambra, dit Muriel. C'était le nom de la boîte. Temps restant dans le livre. 1h28 minutes 36%. Un bruit d'eau, semblable celui, le pièce de monnaie, une averse de pièces de monnaie, couvrit la route. Est-ce qu'il pleut? Demanda Florence. Non, dit Muriel, c'est l'arrosage. Ils arrosent le maïs. Des bourdons s'élevèrent du xaïr des lavandes. Ils devaient être à farfouiller dans le pistil. La musique du death metal sortait toujours de la maison, de plus en plus forte. Un avion passa, il suivait une ligne descendante qui semblait indiquer une phase d'approche. Il venait de l'ouest, il passa sur le château d'eau à l'horizon. Il passa au-dessus du chêne solitaire. Les vaches ne bronchèrent pas, elles remuèrent seulement la queue. Elles chassaient les mouches. L'avion eut l'air de passer au-dessus du bois du Lambourg. En réalité, passait plus loin, à des kilomètres, pensa Anne, s'il tombait, ce serait à des kilomètres. Elle essaya de se souvenir des anciennes lettres de Muriel pour savoir ce qu'il y avait derrière le mur, ses premières lettres quand il avait acheté leur maison. Une maison en pleine campagne, écrivait Muriel. Jean-Louis travaille maintenant dans une boîte en province. Elle donnait le nom de la boîte, une filiale d'un groupe connu, et Muriel écrivait, naturellement, j'ai suivi mon mari. Une ancienne ferme que nous rénovons, un jardin, vous viendrez me rendre visite. Elle n'était jamais venue. Elle n'avait jamais trouvé l'occasion. Trop de choses à faire. Les années passent trop, temps restant le livre 1h27 minutes 36 au vite. Anne calcula, c'était elle, qu'avait, elle naître son fils, 19 ou 20 ans. Un autre avion parut se diriger vers le point métallique du premier avion, il passa au-dessus, dans un plan différent. Il laissa lui aussi dans le ciel une longue rayure qui devint d'un rose soufre. Il ne tomba pas davantage, ou il tomba beaucoup plus loin. Muriel, tu dois être sur le tracé d'une route aérienne, dit Florence. Ce n'est pas gênant, c'est embêtant quand même d'être sur le tracé d'une route aérienne. Vous y avez pensé quand vous avez acheté votre maison? Moi, ça m'aurait fait réfléchir. Sous l'escalier de la maison, il y avait un grand sous-sol avec ce qu'il y a généralement dans les sous-sols, des ballons, des balais, de vieilles trottinettes, des serpillères déchirées par les dents du chien, de grands fauteuils avec des bras de bois qui avaient été à la mode mais donc plus personne ne voulait acheter, soit depuis au moins 20 ans. La mode avait été aux fauteuils en cuir, puis à TX fauteuils danois, puis aux fauteuils anglais du tissu avec de grosses fleurs, cacharel, prin rose bordier. Tout le monde avait aimé les meubles sombres, en bois massif, de qualité, puis on avait aimé les meubles lasurés, on avait mis les autres dans des maisons de vacances. Mais les locataires des maisons de vacances avaient fini par dire qu'ils n'en voulaient plus eux non plus,
De ces meubles noirs, c'était trop sombre, ça faisait penser aux vieilles personnes qui ne sont jamais meublées. Vite, Anne calcula, c'était elle, qu'avait, Hélène naître son fils, 19 ou 20 ans. Un autre avion parut se diriger vers le point métallique du premier avion, il passa au-dessus, dans un plan différent. Il laissa lui aussi dans le ciel une longue rayure qui devint d'un rose soufre. Il ne tomba pas davantage, ou il tomba beaucoup plus loin. Muriel, tu dois être sur le tracé d'une route aérienne, dit Florence. Ce n'est pas gênant, c'est embêtant quand même d'être sur le tracé d'une route aérienne. Vous y avez pensé quand vous avez acheté votre maison? Moi, ça m'aurait fait réfléchir. Sous l'escalier de la maison, il y avait un grand sous-sol avec ce qu'il y a généralement dans les sous-sols, des ballons, des balais, de vieilles trottinettes, des serpillères déchirées par les dents du chien, de grands fauteuils avec des bras de bois qui avaient été à la mode mais dont plus personne ne voulait acheter, soit depuis au moins 20 ans. La mode avait été aux fauteuils en cuir, puis à TX fauteuils danois, puis aux fauteuils anglais du tissu avec de grosses fleurs, cacharel, prin rose bordier. Tout le monde avait aimé les meubles sombres, en bois massif, de qualité, puis on avait aimé les meubles lasurés, on avait mis les autres dans des maisons de vacances. Mais les locataires des maisons de vacances avaient fini par dire qu'ils n'en voulaient plus eux non plus, de ces meubles noirs, c'était trop sombre. Ça faisait penser aux vieilles personnes qui ne sont jamais meublées en restant dans le livre. 1 heure minimum 37,013 en restant à y H 25 minutes comme il faut dire. Et personne ne voulait spécialement y penser, surtout en vacances. Puis tout le monde s'était mis à aller chez Ikea parce que c'était moins cher et que les Suédois sont réputés pour le design, et que c'était ouvert le dimanche. C'était un but de promenade, Ikea faisait des placards. Et tout le monde voulait des placards. On ne peut pas se passer de placards alors qu'on peut très bien se passer de certains meubles. Le dimanche, on se promenait dans le magasin Ikea, on voyait des salons, des cuisines installées. On trouvait toujours quelque chose à s'acheter, une étagère ou un mur. On avait une idée de ce que serait une vie meilleure, dans un espace mieux décoré, et finalement tout le monde se décidait pour le noir et blanc. Tout le monde mettait du blanc, des murs blancs et des meubles blancs sur des sols noirs. Ça donnait de la lumière, c'était plus gai, on était sûr de ne pas faire d'erreur avec le noir et blanc, ça se complète bien, comme l'hiver, la neige et les arbres, c'est rigoureux, c'est le plus beau contraste, blanc et noir, on ne risque pas de s'en fatiguer. Ne regardez pas mon sous-sol, dit Muriel, il y règne un bazar épouvantable. Les enfants ne rangent rien, il ne faut pas compter sur eux.
Ils sont partis. Claire est en Grèce, et Guillaume en Espagne. Elle dit avec la fierté des mères, j'aurais aimé vous faire connaître mon autre fils, l'aîné. Il a beaucoup de maturité, il a toujours été brillant. Il vient d'être recruté dans un cabinet de conseil. Florence s'assombrit. Temps restant dans IP livre 1h07 c'est minimum 38% sa fille, Margot, ne taisait pas pleuve, le beaucoup de maturité. Sa fille, Margot, passait son temps avec un type qui bricolait on ne sait quoi, comme disait Wirand, un artiste, un futur scénariste. Il hésitait entre le scénario et une ONG, un type qui ne voulait pas s'installer dans la vie, médiocrement, comme avait fait la génération des parents, qui ne voulait surtout pas se faire exploiter, qui voulait rester ouvert, disponible. Ses bras étaient couverts de tatouages du poignet aux épaules. Un futur raté, disait Bertrand. Que veux-tu que Margot fasse avec ce type recouvert de tatouages? Ça avait été un autre de leurs sujets de dispute. Pendant leur séjour italien, elle amie de Margot. On pouvait dire que elle, amie de Margot, un certain Romain, leur avait gâché les vacances. Pourtant Florence le défendait vis-à-vis de l'extérieur, elle défendait sa fille. Il a des idées très originales, disait-elle à Bertrand chaque fois qu'il remettait la question de Romain sur le tapis, pendant le dîner. J'ai parlé plusieurs fois avec lui, je t'assure, moi, j'ai pris le temps de lui parler, c'est un garçon intelligent. Tu n'es pas, prend le temps de par premier à personne, ajoutait-elle avec reproche. Pour le dîner, au lodge, il réservait une table sur la terrasse panoramique, la table 8 en bordure de terrasse, bien placée, il voyait la mer et les citronniers. De temps en temps, elle regardait la mer sur laquelle remuait le reflet de la lune, elle disait, moi, je trouve ce garçon sympathique, il paraît qu'il souffre beaucoup pour ses tatouages, ce n'est pas un de l'or, lui, au moins, n'a pas peur de souffrir. Temps restant dans le livre. 1h24 minutes 39%, Bertrand était douillé à -11 reprendra ses outils, un DNST, il. T'es le temps, il est jeune, il réfléchit à son avenir 11 les une pause dans quoi demandait Bertrand. Il n'a rien commencé, il ne veut pas s'installer, disait-elle. Je crois qu'il a raison, nous nous sommes installés trop tôt. Nous avons tout figé trop tôt. Quand on commence trop tôt, les choses vont plus vite. Nous avons fermé les portes. J'étais beaucoup trop jeune quand je t'ai épousé. Romain sera peut-être le cinéaste de demain. Margot aura peut-être une vie magnifique, elle pensite, beaucoup mieux que la mienne, une vie imprévisible. Elle voyagera, elle rencontrera des célébrités. Et puis, pour les tatouages, on ne les voit pas quand ils portent une chemise. Tu y penses parce que tu le sais. Tu fais une fixation. Pour les autres, c'est invisible. Bertrand levait les yeux au ciel, puis les baissait, puis mâchonnait du pain entre les plats en surveillant son téléphone mobile. Il le posait à droite de son assiette, avait toujours un œil dessus, elle savait qu'il attendait un appel, qui le sauverait du tête-à-tête, un dérivatif. Elle disait, t'es pourquoi manges-tu tant de pain? Il y a des pâtes. Tu n'as pas besoin de pain avec tes pâtes. Elle se tournait ostensiblement vers la mer. Les cyprès et les citronniers montaient dans le ciel noir au-dessus de la mer chaude, un cratère de lave noire. La piscine turquoise éclairée avait l'air d'un gros cubeux, plexiglas, bizarre lagon dans les ténèbres. C'était une nuit magnifique, il n'y avait qu'à se laisser faire, temps restant dans le livre. 1h23 minutes Zénaon, -11, à ne pas penser, respirer les doux, être comme les citrons qui peinent simplement sous les Hailey, de petites gourdes pâles, l'arrosage automatique mouillait faiblement les pelouses. Elle avait bronzé, pour dîner elle avait mis une robe élégante, elle s'était même acheté un maillot de bain à la boutique, mais elle n'était pas un citron. Elle avait quelque chose de creux à l'intérieur. Elle ne pouvait pas se laisser pendre dans la douceur de la nuit, se laisser pendre sans penser. Je ne comprends pas que tu acceptes que ce type vienne coucher à la maison, disait Bertrand. Je n'aime pas le croiser dans ma salle de bain. L'autre jour, il a pris mon rasoir. Je ne veux rien partager avec ce type. Qui l'a autorisé à prendre mon rasoir? Mal élevé, marmonnait Bertrand. À peine bonjour il avait oublié le sien. Ils sont amoureux, disait-elle, il aime ta fille, et il regardait la mer Noire et les pins. Tu fais des montagnes de tout, elle disait, il y a tant de jeunes qui n'ont pas d'idéal, pas de sentiments élevés, tant de jeunes qui vivent. Elle disait comme des zombies bien qu'elle ne sût pas exactement ce qu'étaient des zombies, tant de mots qu'on utilise, comme ça,
Sans savoir, elle disait, voudrais-tu que ta fille reste seule? C'est si triste pour une jeune de son âge, pour une femme, pensait-elle, en regardant le clair de lune, car c'était bien ce qu'on appelle le clair de lune, la surface de l'eau miroitait, les bateaux de l'Ar Maritima dei Golfo étaient au port. La mer clapotait aux cernes contre la coque, elle pensait aux anciens élèves ingénieurs auxquels elle écrivait, Jean-Pierre, Antoine, temps restant dans le livre. 1h22 minutes 40% elle avait un eau hélioport et elle disait une eau, moins 0,1, 1011, Carissa aux jeunes d'aujourd'hui, tu es en train de devenir un vieux crouton réactionnaire, et en même TNI, dans les couches plus profondes de sa pensée. Elle devait bien le reconnaître, ce ratage, elle se disait, j'ai du chagrin, en même temps car une femme peut penser à plusieurs choses en même temps, surtout dans les conversations avec son mari, elle pensait à son nouveau maillot de bain, un achat dont il était contente, il la flattait, la coupe, la couleur, elle s'y raccrochait, il y a encore de vraies joies, des joies pures, des joies qui ne sont pas infectées par le temps, son maillot de bain neuf en faisait partie. Elle avait envie de demander, comment as-tu trouvé mon nouveau maillot de bain, pleine d'espoir, elle avait envie de dire, tu n'as rien dit de mon nouveau maillot de bain. Tu n'as pas remarqué que j'avais quelque chose de différent, elle pensait, j'ai toujours été trop sensible, le docteur Dubois le disait, elle disait, en faisant tourner sa fourchette dans un petit tumulus huileux de spaghettis vongole. La jeunesse, c'est une chose que tu ne comprends plus parce que tu es en train de devenir un vieux crouton réactionnaire. Et comme elle était triste et énervée, elle disait comme sa mère à son père autrefois mon pauvre ami. Mais Bertrand haussait les épaules, ses remarques glissaient sur Bertrand comme l'eau sur les plumes d'un canard, comme les remarques de sa mère à son père, autrefois, en restant dans le livre. 1h20 minutes 41% sa mère faisait la vaisselle avec, les gants S de ménage en plastique pour ne pas s'abîmer les mains, sa mère chantait la vie conjugale en rangeant la vaisselle sur l'égouttoir. Les histoires sages finissent souvent par un beau mariage et beaucoup d'enfants pour nous l'aventure commence aujourd'hui, sa mère rangeait les fourchettes, les dents en haut, comme des pics sur l'égouttoir, elle se souvenait, la vie conjugale, une chanson de Guy Béard, les couverts dressés comme des pics sur l'égouttoir, les gants de ménage en plastique rose, mais quelle aventure commençait, maintenant, sa mère était âgée, elle se vutait, entendait mal, elle oubliait d'éteindre la lumière ou les plaques électriques, elle aurait voulu dire à Bertrand, l'autre jour, maman avait oublié d'éteindre les plaques électriques. Les plaques électriques ont chauffé toute la nuit. Maman qui faisait toujours tellement attention à tout, avant elle avait envie de dire à Bertrand, est-ce que tu crois que c'est un signe? Mais soudain, le portable de Bertrand couinait, le regard de Bertrand s'éclairait, Bertrand disait, c'est la touche, il faut que je réponde tout de suite. Tu permets, c'est extrêmement important. Il se levait, sortait de table, marchait de long en large sur la terrasse, entre les citronniers, elle le voyait marcher entre les citronniers, descendre les marches qu'hier, naît à la piscine. Elle le voyait tourner autour de, à piscine. Il remuait les mains comme toujours quand il parlait à la touche, le chef de cabinet, en restant dans le livre. 1h19 minutes 42% la touche le sauvait, il lit, centilitres lu, Pema il ne la sauvait puisque personne ne l'appelait. Margandis, pensait, 11e, pourrait tout de même me passer un coup de fil, de temps en temps je vais prendre une glace, disait Bertrand en se rasseyant, l'air satisfait, après avoir raflé d'un air sournois le dernier quignon de la corbeille. C'était la touche, il y a un problème sur le contrat. Il voulait me consulter. Il la regardait, il attendait qu'elle prenne un air d'admirative et humble solidarité, il attendait qu'elle l'interroge sur ce problème. Il attendait qu'elle dise, quel problème? Un grave problème? Il dirait oui. Il le lui expliquerait, bien que ce soit compliqué d'expliquer ses enjeux à une femme. La touche était le chef de cabinet du ministre. Bertrand aimait faire croire qu'il avait sur le dos les problèmes de la France, via la touche. Bertrand aurait aimé qu'elle s'intéresse à ses problèmes, mais elle ne disait rien, elle ne lui donnait pas la satisfaction de s'y intéresser, la France pouvait courir à sa perte, le ministère pouvait courir à sa perte, elle était tournée vers la mer. Idéaliste, elle se tournait vers la beauté, comme tu me plairais, pensait-elle, au accent circonflexe nuit, sans ces étoiles j'ai très envie, disait alors Bertrand,
d'un de ces délicieux sorbets que j'ai goûté à la cafétéria D. Un monastère tu ferais mieux d'éviter, disait-elle, c'est plein de sucre. Temps restant dans le livre. 1h18 43%. Tu ne vas cantinimio 1, inempêché de prendre une glace, disait Bertrand. Tu ne vas, melon, et il est persécuté comme ta mère persécute ton pic, comme au 1,1 mère a persécuté ton père toute sa vie. Toute sa vie, soupirait Bertrand, le pauvre vieux, à entendre les réflexions de ta mère, et ta mère chantant la vie conjugale, quelle vie a eu ton père. Je ne sais pas si tu t'en aperçois, mais tu ressembles de plus en plus à ta mère, il faut quand même que quelqu'un te le dise, que tu ressembles de plus en plus à ta mère, ton caractère ne s'arrange pas du tout. C'est quand même vrai, disait Bertrand, les femmes, quand elles vieillissent, ressemblent à de vieux coquers. Tu deviens hargneuse, disait Bertrand, jamais contente, qu'est-ce que tu veux, ce n'est pas bien ici, qu'est-ce qu'il te faut, tu as vu la tête que tu fais, l'hôtel est magnifique, 4 étoiles, tu as vu le prix des chambres, des nuits, disait Bertrand, un panorama. Qui est-ce qui a voulu venir ici, dans ce golfe? Je te rappelle que c'est toi. L'autre jour, tu nous as fait marcher pendant des kilomètres sur le port pour chercher cette boutique de gadgets. Des souvenirs minables. Elle renonçait, les larmes lui montaient aux yeux. Elle disait, fais ce que tu veux. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'ajouter d'une petite voix pincée, mon pauvre ami. Elle regardait ses ongles, elle regardait la côte au loin avec les cordons de lumière des fronts de mer et des corseaux, les petites lumières devenaient troubles. Elle se désintéressait. Elle avait rencontré Latouche à un cocktail, elle avait échangé quelques mots avec lui. Latouche avait certainement pensé, Bertrand a une femme délicieuse. Bertrand c'est il qu'il a la la science, une femme qu'il ne mérite pas, personne, pensait-elle, ne il et la mer Noire remuait en bas, le serveur apportait le sorbet, une petite mode blanche, une mode de neige, le serveur s'inclinait, Tuto Bene demandait le serveur. Elle se retenait de pleurer pour lui sourire. Sur la piste de danse, le crooner local entamait la tibi, ils avaient pris le séjour tout compris, pension complète et dîner musical, dîner à thème, Bertrand avait eu un forfait, le couple d'Allemands de la table 7 se levait. Bertrand répondait grazié avec son accent épouvantable, virgule puis il disait, tu ne veux vraiment pas goûter, tu as bien tort, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils mettent dans leur sorbet au citron, c'est peut-être une émulsion, ou alors ils mettent de la crème, c'est possible qu'ils mettent de la crème, c'est, comment dirais-je, suave. C'est possible que ce ne soit pas tout à fait un sorbet, qu'en penses-tu? Je vais demander au serveur. Les Allemands de la table 7 dansaient comme et demandaient Bertrand au serveur, il s'arrêtait car il ne savait pas conjuguer le verbe. Farge Lati demandait Bertrand en remuant les mains, il se tournait vers elle. Tu sais, toi, comment on dit crème, en italien? Crema certainement, je suis bête, je suis sûre qu'ils mettent de la crème là-dedans, ce n'est pas possible autrement, c'est beaucoup plus onctueux qu'un sorbet crema demandait Bertrand en désignant la petite mode de neige, temps restant dans le livre. 1h16 45% no crema, protestait le Herve-Tire, Rio, sœur, secret, disait le serveur, car, comme ils étaient, étrangers, ils loin les anglais, italien secret et la nuit d'été avançait, une nuit italienne, une nuit mozartienne. Les tidbis se terminaient, la mer faisait de petits mouvements parceux, sans amplitude, couvrait puis découvrait le ponton de bois du lodge, lançait des éclaboussures de mousse fraîche, des centaines de poulpes et de calamars remuaient là-dessous. Encore vivant au menu, il servait du calamar grillé garanti pêché sur place, mais le sentiment de la vie doit être faible chez un poulpe. La masse compacte de l'île semblait mise sur la mer, elle entrevoyait le mur. Les barres des échafaudages sur la façade du monastère en cours de restauration, des structures en métal que le clair de lune éclairait, elle pensait tout à coup à Dieu. Il voit tout. Pas un de nos cheveux ne lui échappe, mais comment est-ce possible? Elle pensait, lui me comprend. Une seconde, puis une seconde passait, l'eau turquoise glissait à la surface de la piscine à débordement, elle était éclairée par des lampes enchâssées dans les rebords de céramique. Et le couple allemand se rasseyait à la table 7. D'autres dîneurs se levaient, libéraient leur table, les serveurs commençaient à plier les nappes, installaient les tasses du petit déjeuner de la Stouane, disait le crooner local.
The last one for today, et il aimait quand help falling in love with you. Elle avait toujours aimé quand help falling in love with you, tant restant dans ton livre. 1h15 minutes 46 wow, elle avait toujours un dégoût minable, c'était terrible, elle aimait la voix du king, ce gros type tendre et vulgaire, elle allumait une cigarette, elle disait, tu devrais limiter ta consommation de glace. Tu en as mangé 3 aujourd'hui, j'ai compté. Tu en es à ta 3e glace de la journée. Le sucre épaissit le sang après, ça fait des engorgements dans les artères. Elle disait, j'ai lu des articles. Tu finiras par faire un AVC, tu seras veuve, disait Bertrand. Tu iras tranquille, tant restant dans le lit. 1h et X point les ombres faiblirent comme si on avait tourné le bouton d'un variateur. L'ombre du château d'eau, qui faisait 2 ou 3 fois la longueur du château d'eau réel, qui avait recouvert les 3/4 du pré, faiblit encore. Il fut indécidable s'il y avait encore sur le pré la trace de quelque chose. Florence suivit une ombre des yeux jusqu'au point où cette ombre remontait sur le mur de la maison. Elle se dit qu'est-ce que c'est, puis elle reconnut l'ombre, c'était le noyer. Puis elle vit une autre ombre, très faible, dont la tête remuait de gauche à droite. Elle eut une intuition, elle leva le bras, et le bras boya sur le mur. C'est moi, se dit-elle. Elle pensa, j'étoufferais si je devais avoir la vie de Muriel. Cette maison, cette tranquillité, pourquoi est-elle venue s'enterrer ici, avec Jean-Louis? Un bel homme, il faut reconnaître, une allure le jour du mariage. Une usine de quoi? De matière plastique, du moulage de sièges de plastique pour de grosses marques de voix en restant dans le livre. 1h13 minutes 47 pour ceinture. Je n'aurais jamais épousé un homme qui moule des sièges de plastique pour de grosses marques de voitures. Même Jean-Louis, son téléphone sonna. Elle le chercha frénétiquement dans son sac, l'ouvrit. Oui, dit-elle, oui, je suis bien arrivée. C'est Bertrand, souffla-t-elle aux 2 autres. Il vient de sortir de réunion. Oui, mon chéri, le train était à l'heure. Nous sommes à prendre l'apéritif sous un grand chêne. Pardon, un grand noyer, il est ses verres de noix. Non, elles ne sont pas encore sèches. Oui, le voyage s'est bien passé. Maintenant, il fait meilleur, mais le ciel est très noir et s'atonne par moments. Il y a beaucoup d'humidité. Je crois qu'il notamment raison. L'orage va venir. L'herbe sent fort. Je suis à côté d'Anne. Tu te souviens d'Anne, nous nous sommes retrouvés dans le train. Nous parlons de tas de choses. Tu devines. Et toi, dit-elle, avec une sorte de nostalgie dans la voix, il ne fait pas trop chaud là-bas, n'oublie pas de me rappeler. Un autre téléphone sonna, celui d'Anne. À son tour, Anne chuchota, parla de la chaleur, de l'agrément de la campagne, raccrocha, s'excusa, murmura prudemment, excusez-moi, c'est mon ami. Tiens, dit Florence, tu as retrouvé quelqu'un. Je n'étais pas au courant. Anne marmonna, c'est récent, un début. Puis changea de sujet, Muriel, ta chienne a chaud, tous ses poils, ce doit être aussi chaud qu'une couverture. Quand j'étais à foyer, vous vous souvenez du foyer dans ma rue? Il y a là un chenil avec des chiots de la même race. Ils jouaient dans de la paille, je regardais la vitrine tous les soirs en passant. C'est drôle, les petits chiens. Certains ont l'air en restant dans le livre. 1h12 minutes 47% d'avoir trop de peau pour leur squelette. Le museau est tout mou et froncé. Il y avait aussi un atelier de couture où un Turc travaillait tous les jours, même le dimanche. Il piquait à la machine, le foyer le dimanche. Diane, ça, c'est une chose que je n'ai jamais oubliée. Le Turc qui piquait à la machine. Je ne sais pas à quelle heure il s'arrêtait. Je ne sais même pas s'il prenait des vacances, pauvre Babou, souffla Muriel, il devait lui donner de l'eau. L'été n'est pas très bon pour elle. Elle y proche de 15 ans, elle s'essouffle. D'après le vétérinaire, elle aurait quelque chose au cœur. Babouchka leva le museau, elle haletait, avec sa langue toute molle étalée sur ses crocs, elle avait l'air de rire. Son poil avait jauni mais il ressortirait bientôt dans l'obscurité comme une tache nuageuse, un petit monticule de neige. Dans l'obscurité, sa blancheur de jeunesse renaîtrait, elle était très gourmande et s'était beaucoup alourdie. Elle avait été trop gâtée, elle était arrivée dans la famille quand Hugo était tout petit, elle avait connu la tapisserie à motifs marron sur fond beige, puis la paille japonaise, puis la peinture blanche. Quand on avait installé une cuisine américaine pour agrandir l'espace de vie, elle avait joué sur la moquette, puis sur le parquet, quand on avait arraché la moquette à cause des acariens.
Il n'y avait eu que 2 épisodes marquants dans sa vie. La semaine de son arrivée, elle avait mangé une grosse balle ENS caoutchouc. Ils avaient tous été inquiets parce que personne ne savait où pouvait se loger une si grosse balle dans un si petit chien. Or, la balle avait totalement disparu, et le chiot continuait à réclamer sa pâtée en restant dans le livre. 1h11 minutes 48 et à mener une vie normale. Il prenait le chiot, le retournait, lui tâtait le ventre. C'était au point qu'il s'était demandé si la balle n'était pas sous le tapis, ou dans un trou de la pelouse, où finissait un nombre considérable de cochonnets. Ils avaient appelé le vétérinaire, ils avaient cru qu'il allait falloir l'opérer, qu'elle allait faire une occlusion intestinale, mais finalement, rien ne s'était passé, les sucs gastriques avaient dissous le caoutchouc. Un autre jour, c'était au temps de la tapisserie, alors que Babou grandissait, que son poil dru avait pris ses belles couleurs de neige, qu'elle galopait d'un bout à l'autre du jardin en déchirant les serpillères, qu'elle avait développé à leur contact un comportement presque humain, elle regardait la télévision avec eux et semblait suivre les séries, elle avait mordu le correspondant allemand de Hugo. La famille avait eu une véritable interrogation, Babou était apparu comme un problème, une sorte de Dr Jekyll et Monsieur Hyde, ce qu'on appellerait aujourd'hui une personnalité bipolaire. Il la regardait avec sévérité, et quand elle apportait la serpillière, il refusait de la prendre pour la punir. Il faut que cette chienne comprenne, disait-il, ferme, plein d'excellents principes éducatifs, on a manqué de fermeté avec cette chienne. Ils s'accusaient mutuellement d'avoir été laxistes, ils s'accusaient de lui abîmer les yeux avec du sucre, de lui envelopper le cœur de graisse, de ne pas lui donner une éducation de chien, une vie de chien, d'être faible. Il lui donnait quand même du sucre, c'était ses yeux, elle avait tout, hurlait affamée et triste. Il avait fallu consoler le correspondant, fournir les certificats de vaccination contre la rage et expliquer ce qui s'était passé à l'orgueil en restant dans le livre, H. 49 gynisme d'échange. Mais justement, personne ne savait ce qui s'était passé. Quelquefois, il demandait au chien, enfin, Babou, qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que Johan t'avait donné un coup de pied? Qu'est-ce que Johan t'avait fait? Mais Johan n'avait donné aucun coup de pied, c'était un petit garçon blond, timide et maigre. Il avait peur des chiens et il pleurait, il voulait retourner en Allemagne. Babou, toujours impénétrable, secouait sa serpillière et ses oreilles, et les regardait avec ses yeux tristes. Est-ce qu'elle avait perçu sur lui au cœur d'un autre chien? Est-ce qu'elle était jalouse? Est-ce qu'elle sauifrait? Les ombres sur le mur disparurent, le mur devint d'un blanc provisoire, uni, mat et triste. Babouchka ouvrait toujours la gueule et tirait la langue, elle avait l'air de rire, en fait elle respirait. Les tétines de son ventre montaient et descendaient. Elles étaient de couleur rose, comme celles des porcelets. De grosses boules roses et marron, un peu dégoûtantes. Des tétines, des verrues, des grosseurs. Le cœur devait se trouver là-dessous, quelque part, sous les verrues et les tétines. Elle ne savait pas plus où était le cœur de Babouk, où était le Nigeria sur une carte. Avec le temps, pensa Anne, tout ça devient vaguement dégoûtant, il faut avoir le cœur bien accroché, le cœur bien accroché pour vivre, et l'expression lui parut juste. Tu sais, Muriel, je me souviens très bien de ton mariage, dit Florence en s'étirant. Vous aviez mis de petites lumières à toutes les temps restant dans le livre. 1h08 minutes 50 à naître de la salle. C'était joli. Je me souviens de toi et de Jean-Louis le jour de votre mariage. Vous étiez magnifiques. Le soir, la pluie s'est mise à tomber, une pluie fine, une petite pluie délicieuse. Je suis sortie, il y avait de gros réverbères dans le parc et ces arbres aux feuilles sombres comme des meubles cirés, des magnolias, des tulipiers. J'avais dansé avec un de tes cousins, un commercial. Quand je suis partie, des gens sortaient en même temps que moi, la femme ouvrait son parapluie, elle avait une robe rouge, je reverrai toujours cette grosse femme en rouge qui m'a demandé « Vous êtes de quel côté, une amie du marié ou de la mariée ?» Elle avait l'air d'y mettre une différence considérable. On aurait été qu'elle se méfiait, comme si j'étais une pique assiette, ou je ne sais quoi. Vous êtes de quel côté point? Ça devait être tante Hélène, dit Muriel, ça lui ressemble. Il y avait toute la bande? Tu nous avais tous invités, sauf Pierre, naturellement, sinon, Irène aurait refusé. Et Anne, continua Florence, tu es venue avec Eric. Tu étais avec lui au mariage. Il avait un nœud papillon, une première. C'est la dernière fois que j'ai vu Eric, la première en costume.
On ne verra pas Jean-Louis, ce soir non, dit Muriel. Pas ce soir. Il est en déplacement. Il regrette. Elle regarda le champ et se mordit la lèvre. Jean-Louis était parti. Ce n'était pas la première fois. Il l'avait quitté plusieurs fois pour d'autres. Elle ne le disait pas. Personne ne l'avait su. Au début, il revenait, et les choses se tassaient. Elle faisait le dos rond. Elle rusait, ne montrait rien. Elle s'en sortait avec les déplacements, les réunions. Elle n'en avait parlé qu'à sa mère, et aucun temps restant dans le livre. 1h 7 minutes 51% risque que sa mère n'ébruite ce genre d'informations. C'était la vieille génération. Ne rien dire. Éviter que ce soit su dans la famille, chez les voisins. Je n'en ai pas dormi de la nuit, disait sa mère. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et elle en rajoutait, si ta tante Hélène le savait, elle en serait malade. D'ailleurs, Muriel était à peu près sûre que sa mère en avait parlé à Hélène sous le sceau du secret et qu'elles avaient à ce sujet, derrière son dos, de longues conversations au téléphone. Comment réagissent les enfants, demandait sa mère. Dans un divorce, ce sont eux qui paient les pots cassés, point. Et Hugo, demandait sa mère, ce pauvre petit, après, sa mère était passée à des propos plus offensifs, il t'abandonne comme son père a fait, comme son père a abandonné ta belle-mère. Il reproduit le modèle, sa mère avait donné le sentiment de tenir quelque chose d'intéressant, une donnée objective. Sa mère était pleine d'évidence, de données objectives, les filles de mère neurasthénique sont neurasthéniques, les fils de père volage sont volages, les enfants battus deviennent des parents qui battent leurs enfants. C'était la chaîne de la vie. Si tu divorces, avait fait observer sa mère, tu ne pourras pas te remarier à l'église. Enfin, je te parle d'autrefois, je ne sais plus trop où ils en sont avec les divorcés, ça c'est bien assoupli, dans l'église, question morale. Quand on pense à ceux qui nous ont fait avaler, quand on pense au nombre de FS ou pâles reçus, Jean-Louis, et sa mère accablée, méditative, avait eu l'air de calculer le prix de tous les repas qu'elle avait faits, de toutes les fêtes de famille, prétend restant dans le livre. 1h 6 minutes 52% santé l'addition, le montant, je ne faisais aucune différence, je le traitais comme mon propre fils. Pourtant, il y aurait eu des choses à redire, insinuait sa mère, je me permets maintenant de te les signer à premier, Jean-Louis est porté sur le vin. Il termine systématiquement les bouteilles, as-tu remarqué? Et sa mère reniflait, le beau Jean-Louis. Le père aussi buvait. Je l'avais vu le jour de vos fianquilles. J'en avais fait l'observation à François, le père buvait beaucoup pour un médecin. J'espère au moins que tu garderas la maison. Vous venez de refaire entièrement la cuisine, vous avez engagé des frais. Une cuisine neuve. Si tu vends, Cruix qui rachèteront la maison et feront une excellente affaire. La première chose qu'il faut refaire quand on achète une maison, en général, c'est la cuisine, disait sa mère. Les cuisines, dans les maisons, sont ce qu'il y a de plus dégradé. Et sa mère avait raison sur ce point, on ne refait pas entièrement une cuisine quand on a le projet de s'en aller. Ça ne tenait pas. Ce n'était pas logique. Sa mère lui avait donné l'argument auquel elle s'accrochait pour résister. Elle ne demandait pas le divorce à cause de la cuisine. Jean-Louis avait une petite entreprise, elle se disait, des occasions, des femmes plus jeunes. C'était inévitable, une évidence, une donnée objective, la seule, d'ailleurs, à laquelle sa mère n'avait pas pensé, les hommes préfèrent les femmes plus jeunes. Que peut-on contre les données objectives? Elle fermait les yeux, elle faisait partie des femmes qui ferment les yeux. Une femme qui ferme-les, voilà ce que la vie en restant dans le livre 1h minimum G avait fait d'elle, alors qu'autrefois, est-ce qu'elle aussi, elle n'avait pas rêvé, elle n'avait pas posé de questions quand elle avait lu le message sur la messagerie t'attendrai demain, un prénom qui revenait souvent sur la messagerie, Céline. Après, elle avait lu tous les messages qui correspondaient à Céline, elle avait tapé le prénom, les messages s'étaient affichés, et naturellement, à la date correspondante, elle avait vérifié, Jean-Louis avait dit, j'ai une réunion qui se terminera tard. Je dormirai sur place. Ne t'occupe pas de moi. Nous aurons un plateau repas dans la salle de réunion chaque fois qu'un message de Céline arrivait. Il disait, j'ai une réunion qui se terminera tard. Il parlait du plateau repas. Ils étaient là tous en famille. À la table de la nouvelle cuisine américaine, il venait de refaire entièrement la cuisine. Il venait d'engager des frais. Il disait, j'ai une réunion qui se terminera tard. Il parlait de ce fameux plateau repas. Tout est prévu. C'est bien organisé,
et il se resservait du vin. C'était vrai, il était un peu porté sur la bouteille, comme sa mère l'avait remarqué, le beau Jean-Louis. Elle se levait de table, elle jetait les restes du poisson dans la poubelle, les arêtes, les yeux bouillis, elle disait à Hugo, fais attention à Babou pour les arêtes, je n'ai pas envie de l'emmener chez le vétérinaire. Elle débarrassait, elle secouait les miettes, elle mettait les plats dans la machine, TPM il serpent en rani qui paie livrage à minimum elle mettait la machine en marche, 1,1 anime économique, elle avait peur, elle avait été totité au MPS peur. La peur se confondait avec le sentiment de vivre 1.11 mécha sur du vide. Elle ne divorcerait jamais. Elle n'arrivait pas à dormir. Le soir, dans le bureau, elle corrigeait n'importe comment ses copies, elle écrivait expressions négatives.